Bonjour et bienvenue à votre podcast Éducation Famille. À l'âge de 12 ans, mon invité de cette semaine a découvert un jour la photo d'un bébé inconnu dans la boîte à photos de ses parents. Un frère décédé à 3 mois de vie d'un trouble génétique. C'était le début de sa fascination pour le développement de l'enfant et aussi son rêve de travailler un jour à Sainte-Justine. Maintenant docteure en psychologie depuis maintenant 25 ans, elle a travaillé principalement auprès des enfants et des adolescents en réadaptation physique. La gestion de l'anxiété et le dépistage des troubles de développement sont aussi au cœur de sa pratique. Conférencière, formatrice et chroniqueuse, elle est aussi autrice des livres « Aider l'enfant anxieux » et « L'anxiété chez l'enfant et adolescent », publiés aux éditions du CHU de Sainte-Justine. Déterminée, elle a franchi les étapes nécessaires à l'obtention d'un doctorat en psychologie, profil recherche-intervention, malgré les nombreux obstacles qui se sont présentés devant elle. Son père, lui-même professeur-chercheur à l'UQAM, lui aura été d'une aide déterminante. Son remplacement à la clinique de dépistage des troubles de développement à Sainte-Justine sera déterminant. Maman de sa belle Camille, elle a été néanmoins confrontée au retard dans les différentes sphères de son développement, tout comme les jeunes qu'elle évaluait à son travail. Maintenant, pour faciliter sa conciliation travail-famille, elle travaille en déficience auditive. Je reçois avec grand plaisir le docteur Sophie Leroux. Afin de partager, discuter, apprendre, rencontrer, s'informer et comprendre ensemble sur tous les sujets concernant l'éducation et la famille, bienvenue ici à votre podcast Éducation Famille. Bonjour Sophie. Bonjour. Bonjour, belle présentation. J'ai bafouillé un petit peu sur l'essentiel, votre rôle essentiel, qui est le rôle de maman de cette belle Camille. On va en parler. Parfait. Hein? On est dans la bienveillance, hein, justement. Oui. C'est beaucoup l'objet de mon livre, d'ailleurs, d'essayer de... C'est pas grave si on fait des erreurs. Oui. On est humain. Tu as donné le droit de bafouiller en tant que parent. Ça, on a le droit. En tant qu'être humain. Puis là, je suis dit, Oui. elle va comprendre, une psychologue, elle fait un doctorat là-dessus. Donc, puis j'aurais pu recommencer aussi, mais des fois, ça dénaturise un petit peu, puis ça enlève le naturel à mes rencontres. Vraiment un beau parcours que vous avez, Sophie. Je trouvais ça important parce que vous m'en avez parlé justement du fait de comment est venu votre intérêt à travailler, là, à développer cette expertise que vous avez là, en tant que docteur en psychologie. Donc, c'est ça, vous avez 12 ans, du haut de vos 12 ans, vous êtes dans une boîte à photos. Vous retrouvez une photo d'un bébé que vous ne reconnaissez pas, dont on ne vous en avait non plus parlé. Là, vos parents vous en avaient pas parlé. Bien, en fait, c'est une bonne question. Peut-être qu'ils m'en avaient parlé avant, mais j'étais trop jeune, mais j'avais dans le fond l'âge, la conscience pour me dire, mais qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que c'est ça? Déjà jeune, moi, j'avais une sensibilité, une hyper-conscience par rapport à la différence. Je remarquais qu'il y avait des enfants qui étaient, eux autres, super brillants, que c'était facile pour eux l'école. D'autres, c'était difficile. Il y en avait qui étaient intimidés, d'autres non. Donc, j'ai toujours eu quand même très, très jeune là, cette sensibilité-là. Mais quand j'ai découvert ça, ça a comme fait « Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? » Donc, ma mère m'avait vraiment quand même bien expliqué, puis elle m'avait expliqué aussi toute la souffrance que ça avait engendré. À l'époque, on ne connaissait pas du tout là, les causes, dans le fond, justement, génétiques. On lui avait dit à l'époque qu'elle avait probablement mangé quelque chose qui n'était pas bon. Ah, donc, c'est toute fou, la culpabilité qu'elle a eue. Parce que c'est le spina bifida là, qu'il y avait. Qu'est-ce que c'est, le spina bifida? En fait, c'est une malformation génétique qui touche le tube neural. Okay. Puis, il y a des degrés différents. Donc, il y a des enfants qui vont être légèrement atteints. Dans son cas, à lui, c'était sévèrement. Donc, ses membres n'étaient pas développés. Donc, il aurait été lourdement handicapé au niveau intellectuel puis au niveau physique aussi. OK. Donc, ça a été aussi le choc. Moi, je venais d'une famille. En fait, je viens d'une famille. Mon père, c'était un intellectuel. Donc, ma mère d'aujourd'hui, je pense que pour ton père, ça aurait été très difficile. Lui qui valorise beaucoup, puis c'était tellement facile pour lui, cet aspect-là. Mais la vie, par la suite, va montrer que mon père, je pense qu'il aurait pu aussi très bien l'accepter. Oui, il y avait une évolution. À travers ma propre fille. On va en parler tout à l'heure. Oui. Mais tout ça pour dire que oui, c'est ça. Donc, ma mère m'explique cette histoire-là, que ça avait été vraiment difficile pour eux, puis elle avait vécu beaucoup de stress. Donc, quand elle était enceinte de ma sœur et moi, elle était très stressée aussi là, de dire est-ce que mes enfants vont être corrects ou pas. Mais j'ai toujours dit aussi que si cet enfant-là n'avait
si cet enfant-là, en fait, avait survécu, ben, je ne serais pas là non plus aujourd'hui. Fait qu'il y a comme quelque chose aussi qui marque comme enfant, comme jeune. Mais à partir de ce moment-là, j'ai été d'autant plus fascinée par le développement de l'enfant. Donc, je l'étais déjà, mais j'avais vraiment cette soif-là de comprendre et de connaître. Puis je me suis dit, ben moi, un jour, je vais devenir psychologue, puis je vais aider les enfants, mieux comprendre qu'est-ce qu'ils ont, puis qu'est-ce qu'on peut faire. Donc, différence. Donc, vous vouliez vraiment vous spécialiser pour les enfants qui avaient des différences physiques. En fait, des différences, oui, de façon générale, de tout ordre. Puis c'est pour ça que je me disais, ben moi, j'aimerais ça aller à Sainte-Justine. C'était là. C'était un objectif. C'était un objectif. Et quand je me suis retrouvée justement aux études, ben moi, j'ai étudié dans un laboratoire de nourrissons, d'études du nourrisson. Donc, c'était spécialisé sur les bébés. Alors, je me suis spécialisée vraiment sur, c'était les jeunes enfants. Donc, j'ai fait ma thèse, moi, avec des enfants de 2, 4 et 6 mois, des tout petits. Puis, on évaluait leur développement. Donc, je connaissais les étapes de développement là, par cœur. Puis, j'aimais vraiment ça comprendre. OK. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire aussi? Tu sais, si un enfant a un retard, bien, comment on peut le stimuler? Comment on peut l'aider malgré sa génétique, malgré ce qu'il a, dans le fond, pour se développer le mieux possible. Oui, parce que c'est important, la stimulation d'un enfant, ça fait des différences. Moi, je l'ai vu, entre autres, chez des élèves trisomiques qu'on suivait. Les parents se sont tellement investis, naturellement. Souvent, il y a beaucoup d'argent, il y a beaucoup l'aspect financier qui rentre en ligne de compte. Mais ces parents l'avaient tellement stimulé qu'il avait l'air de... Tu sais, il n'y avait rien d'un trisomique comme on connaît habituellement. Tu sais, même intellectuellement, on l'a rendu jusqu'en secondaire 4, secondaire 5, mais il y a vraiment une différence quand on est en prévention, puis quand on est dans la stimulation. À un moment donné, il y a des limites, je comprends, là. Mais, oui, parce qu'on a découvert aussi par la suite que dans les trisomies, dans les formes de trisomie, il y a des formes qui vont être capables d'évoluer davantage. Donc, c'est sûr que oui, des fois, la stimulation n'est pas suffisante. Je l'ai vécu aussi parce que moi, j'ai été très, très stimulante avec mon enfant, mais il y a eu il y a des limites à un moment donné. Il y a des plafonds. Mais c'est sûr que c'est mieux de stimuler que de ne pas stimuler. De tout essayer, en fait. Oui, effectivement. Oui, donc, vous arrivez, là, vous faites vos études et vous arrivez finalement, déjà d'emblée à Sainte-Justine, vous entrez déjà dès le départ à Sainte-Justine ou il y a un parcours avant Sainte-Justine? En fait, c'est que lors de mes études, donc je suis au laboratoire du nourrisson, j'ai une collègue à moi qui étudie avec nous qui, elle, était au centre de recherche de l'hôpital Sainte-Justine et il cherchait justement des assistants de recherche pour travailler dans différentes recherches. Donc, elle m'a dit, je pense que ça t'intéresserait. C'était avec les enfants qui ont la leucémie, les grands prématurés. Étant donné que ma thèse, moi, était sur les prématurés, donc j'avais aussi un intérêt pour ça. Alors, j'ai entré un petit peu par la voie de la recherche. Quand j'ai fini mes études, moi, en 98, ça me rajeunit pas, c'était contingenté. Contrairement à aujourd'hui, là, il y avait très, très peu d'ouverture en psychologie, peu de postes, c'était difficile. Puis c'était aussi moins accepté d'aller consulter, tout ça. Donc, c'était pas... C'était tabou. C'était tabou, vraiment tabou. Ça l'est de moins en moins. Ça l'est encore un peu, mais c'est quand même mieux. Donc, quand j'ai fini mes études... Il y a des tabous qui se transmettent, hein? Oui. Tout à fait. Ouais. Alors, quand j'ai terminé mes études, donc on m'a offert de faire, dans le fond, un genre de post-doctorat qui était de continuer à travailler en recherche dans cette équipe-là. Et puis, ça m'a permis justement encore de me perfectionner beaucoup en neuropsychologie, donc comprendre le fonctionnement du cerveau, comprendre le développement, qu'est-ce qui affecte. C'était un petit peu moins au niveau affectif. Je dirais que j'ai une curiosité très quand même cognitive, comment le cerveau fonctionne, qui, je crois, aujourd'hui m'aide encore, dans le fond, même avec les problèmes comme l'anxiété et tout, d'avoir une compréhension du fonctionnement cérébral aide énormément à comprendre aussi les interventions, puis à comprendre le reste. Donc, je me suis retrouvée dans ce centre de recherche-là. Puis ensuite, quand il y a eu des postes qui ont été offerts à Sainte-Justine, bien là, j'avais comme une petite porte d'entrée. Puis mon rêve, qui était de travailler justement au centre de développement, bien, s'est concrétisé parce qu'il y avait un remplacement qui était offert. Donc, je me suis retrouvée là. Donc, votre clientèle était... c'est quoi votre clientèle principalement dans ces 25 années-là d'investissement à Sainte-Justine? Bien,
Bien, en fait, c'est ça. D'abord, j'étais à l'hôpital même. Rapidement, ensuite, avec la vie, avec mon histoire personnelle, donc on va en parler tout à l'heure, mais je me suis retrouvée à aller en réadaptation physique, donc à Marie-Enfant, qui est le centre de réadaptation de l'hôpital Sainte-Justine. J'ai travaillé en neurotraumatologie, donc avec des jeunes qui ont des accidents qui impliquent le cerveau, donc accidents de la route, tumeurs, en fait, tout ce qui pourrait affecter le cerveau. J'ai travaillé aussi avec les jeunes qui avaient des conditions musculo-squelettiques, donc les enfants de petite taille, des conditions d'arthrite sévère. Donc, c'était quand même assez varié. Et j'ai travaillé aussi beaucoup, dans le fond, avec cette clientèle-là à l'interne, c'est-à-dire les jeunes qui sont hospitalisés suite à un accident de la route, par exemple, et qui doivent réapprendre, marcher, parler, vraiment tout faire. Il y a des niveaux, évidemment, là, de sévérité, mais c'est quand même des enfants qui doivent faire face à des nombreux défis. Alors, moi, je les accompagnais pour essayer de faire en sorte que la réadaptation se passe le mieux possible. Vous étiez le soutien psychologique. J'étais le soutien psychologique. Puis pour les petits, 0-5 ans, bien, j'évaluais justement leur développement pour voir l'impact de ce qu'ils ont subi, puis qu'est-ce qu'on peut faire pour les stimuler. Là, j'ai plein de questions pour les gens qui nous écoutent et qui vont nous regarder en tête. Vous étiez le soutien psychologique des enfants, mais est-ce que vous accompagnez aussi la famille? Est-ce qu'indirectement, il y avait la famille? J'imagine que oui. C'est une très bonne question. En fait, c'est aussi une des raisons pourquoi je suis allée à Marie-Enfant, parce que j'aimais beaucoup l'esprit d'équipe, l'esprit de famille. Donc, on est une grosse équipe et chacun a un rôle spécifique. Donc, dans cette équipe-là, il y a des travailleurs sociaux qui, eux, s'occupent plus spécifiquement des parents, dans le fond, dans leur propre souffrance, acceptation, cheminement. Moi, j'avais travaillé avec les parents en lien avec l'enfant. Si j'avais des recommandations, par exemple, pour aider l'enfant, oui, je travaille avec les parents, mais le soutien psychologique est offert par les travailleurs sociaux. OK. Donc, vous vous concentriez davantage sur les enfants qui vivaient là, soit ces drames-là ou qui étaient nés avec certaines différences. Oui. Vous avez parlé du développement du nourrisson, vous avez suivi le développement. Qu'est-ce que vous avez retrouvé le plus? Mettons, les gens disent, ben OK, moi, en tant que parent, comment je pourrais observer, là, sans devenir naturellement spécialiste, là, comment je peux, quelle cloche que je pourrais voir, quel signe avant-coureur je pourrais voir du fait que mon nourrisson ne se développe pas adéquatement ou dans les délais généraux. Parce qu'on s'entend que vous avez toujours en référence la généralité. Ça ne veut pas dire que des fois, si ça dépasse un peu, que ce n'est pas correct, puis que c'est... Donc, un parent qui nous écoute ou les nombreux parents qui nous écoutent, qu'est-ce qu'on pourrait leur donner comme peut-être point d'observation chez les jeunes nourrissons? Bien, en fait, tout d'abord, un enfant, même dès l'âge de 2 mois, normalement, il y a un contact visuel qui est établi avec nous. Donc, il va s'intéresser à nous, il va nous regarder. C'est un enfant qu'on va voir qui est curieux, qui est intéressé par ce qui se passe. Donc, qu'on va lui présenter des jouets, puis qui va être capable... Regarder partout comme ça. Oui, regarder, c'est ça. Parce que dans les signes, dans le fond, dans qu'est-ce qui devrait nous inquiéter chez l'enfant, bien, on pense toujours à l'autisme. Donc, c'est pour ça que je parle du regard, du contact, qu'on peut détecter quand même assez tôt si c'est difficile pour l'enfant. C'est sûr que s'il y a des troubles de motricité, donc de planification motrice, des fois, au niveau visuel, c'est plus difficile aussi. Fait que, il faut garder en tête que ça se peut qu'effectivement qu'il y ait un certain retard puis que ça se récupère. Un enfant, on va porter attention à ce que l'enfant vocalise. Est-ce qu'il fait des sons? Donc, ça aussi, c'est un signe que, bon, au moins, la production des sons. Donc, il n'y a pas de problème non plus au niveau de comment placer sa langue dans sa bouche, parce que ça, c'est un indice aussi souvent d'une difficulté de planification motrice. Ensuite, bien sûr, ben, est-ce qu'il explore avec ses mains? Est-ce que ses deux membres bougent également ou c'est juste un côté? Ça, c'est des choses aussi qu'on peut facilement voir. Donc, oui, on a les grandes étapes. Maintenant, c'est accessible sur le site même Naître et Grandir. Ils expliquent bien les étapes. Puis souvent, les parents même reçoivent de l'information sur les étapes. Donc, c'est pas parce que l'enfant, effectivement, n'atteint pas, mais c'est plus... Puis je vous dirais qu'en général, les parents, souvent, ils le sentent. Oui, je le dis souvent aux parents, moi, la petite voix intérieure, écoutez-la. Ne l'étouffez pas.
Maintenant, est-ce qu'on l'écoute toujours, des fois, pour différentes raisons? On ne veut pas voir, on a peur, on est dans le déni. Mais en général, ça, c'est un pédiatre avec qui je travaillais justement à Sainte-Justine qui disait que lui, quand il annonçait des diagnostics, dans 95% des cas, les parents, en fait, se doutaient, mais ils ne savaient pas juste le terme, ils ne savaient pas c'était quoi, mais ils se doutaient qu'il y avait quelque chose. Donc, si vous avez des doutes, bien, il vaut mieux consulter, demander à son pédiatre. Maintenant, pour les petits en bas âge, il y a des ergothérapeutes qui peuvent aider, les physios, s'il y a des difficultés sur le plan des étapes de développement. Donc, comment aller le stimuler? Orthophonie, s'il y a des difficultés de langage. Donc, je sais que les services ne sont pas toujours facilement accessibles, mais il y a beaucoup de choses maintenant qu'on a justement en ligne, qu'on peut essayer de voir, puis trouver des façons là, d'essayer de le stimuler. Mais en cas de doute, demandez à votre pédiatre. Oui, puis je dirais, il y a deux peut-être ennemis à ça, dans le sens qu'il faut être préventif, il faut écouter notre petite voix, mais il ne faut pas s'en créer une. Donc, des fois, là, je vois de plus en plus de parents anxieux. On va en parler de l'anxiété tout à l'heure. Ouais. Puis des fois, là, sont comme trop... ils vont parfois pas créer des problèmes, mais ils vont s'en créer une petite voix. Donc, il y a ça, moi, je trouve, qui peut être un danger. Là, vous me corrigerez si je me trompe. Puis, il y a aussi le déni. Alors, justement, quand on arrive chez le médecin, puis qu'il dit, écoute, je le savais, puis de dire non, puis d'étouffer cette petite voix-là, de dire, ben non, regarde, ça pas, non, pas mon enfant, ça se peut pas. Tu sais, je me suis bien alimentée pendant ma grossesse, je fume pas, je bois pas. Donc, des fois, il y a le déni qui peut, à ce moment-là, être un ennemi. Pourquoi? Parce qu'on est moins proactif, puis le temps compte dans certains cas. Oui, tout à fait. Tout à fait. C'est sûr que, oui, fait que dans le fond, les extrêmes, hein, c'est jamais l'idéal. C'est trop peur, pas assez peur. C'est ça. Il faut essayer de rester, mais c'est pas toujours de garder la tête froide, puis de quand même, si ta petite voix nous parle, puis il y a des choses qu'on... Souvent, on a des enfants autour de soi, puis on dit, il me semble que il y a quelque chose qui ne fait pas, ou que mon plus vieux faisait, que mon plus jeune ne fait pas, ou si on est nouvellement parent. Puis maintenant, il y a tellement de ressources. Et encore là, il faut faire attention aux ressources qu'on a sur Internet. Ça aussi, des fois, ça a de l'allure, mais des fois, ça... Donc, d'aller voir les bonnes personnes, de se poser les bonnes questions. Donc, ça c'était la question par rapport, je m'étais dit, ben, tu sais, les gens qui ont des poupons, etc. Ceux qui arrivent, qui ont des enfants, qui ont des handicaps d'emblée, ceux qui vivent des traumatismes, des accidents, etc., qu'est-ce que vous voyez de plus général ou qui vous a toujours un peu surpris en rencontrant ces enfants-là? Parce qu'on parle souvent de résilience. Les enfants ont une grande résilience. J'imagine que vous avez vu la sommité de la résilience à travers vos patients. Énormément, énormément. C'est ça. En fait, les enfants ont l'avantage d'être plus dans le moment présent. Puis, dans un cas où on a des enjeux physiques ou intellectuels, mais ça aide d'être de moins se projeter. Hein? Les parents, eux autres, ils voient, ils anticipent déjà qu'est-ce qui va arriver plus tard. Eux sont plus au moment présent. Ça n'empêche pas que s'ils ont des difficultés à exécuter quelque chose, une tâche parce qu'ils sont limités, c'est frustrant. Mais ils vont apprendre, ils vont avoir souvent la capacité, la flexibilité pour trouver une façon, avec l'équipe, justement, on va les aider à trouver d'autres façons de faire la tâche. Fait qu'à partir du moment où ils arrivent à jouer, à s'amuser, dans le fond, eux, souvent, ils sont quand même bien. C'est souvent les parents ou l'environnement qui est plus souffrant. C'est pour ça que c'est important d'aller aider aussi les parents, parce que ce que je remarquais, c'est que si les parents sont en grande souffrance, c'est sûr que ça va affecter l'enfant. Puis inversement aussi, si l'enfant est en grande souffrance, les parents vont aussi être Ils vont être touchés directement. Oui. Mais souvent, je pense que souvent, ça vient du parent, si je ne me trompe pas. La plupart du temps. Oui. C'est sûr qu'il y a des enfants, encore là, par leurs conditions, comme si on pense aux enfants qui ont plus de rigidité cognitive, ce qu'on va voir plus chez les enfants qui sont autistiques, les enfants, des fois aussi, qui ont des grands troubles de langage, qui ont une difficulté à voir d'autres façons de faire ou des subtilités, eux, ils vont rester pris des fois avec mais non, c'est pas comme ça, puis ça devrait pas être comme ça. Donc ça, c'est plus difficile, puis ça vient plus de l'enfant. Fait qu'on essaie quand même de les aider à travers ça, mais il faut tenir compte de ça. Mais un enfant qui n'a pas cette rigidité-là, habituellement, c'est des enfants qui s'adaptent vraiment, c'est ça, du mieux possible. Ils sont résilients, puis de plus en plus, à travers les années, les conditions sont mieux, l'acceptation de la différence, on en parle beaucoup, donc ils savent qu'ils ont une place dans la société. Il y a encore beaucoup de travail à faire, on n'en fera jamais assez, mais si on recule, ne serait-ce que
10 ans, 15 ans, 20 ans, notre époque à nous, un enfant qui naissait handicapé ou qui avait, vraiment souvent, même il y avait des diagnostics et c'était des petits tannants, puis bon, etc. Tu sais. Oui, tout à fait. Je dirais que l'étape qui est plus souvent difficile, c'est le passage au secondaire. Parce que, on sait, au secondaire, à l'adolescence, dans le fond, l'image de soi est très importante, puis on veut être accepté par ses amis. Donc, les enfants qui, des fois, allaient bien au primaire, ben, puis surtout que toute l'école était au courant, on fait beaucoup de sensibilisation aussi dans les milieux scolaires. Peu importe la condition, on essaie d'aller sensibiliser. Comme en ce moment, je travaille en déficience auditive, alors c'est merveilleux. Il y a une équipe, tu sais, il y a une audiologiste, des fois j'accompagne aussi, qui va aller expliquer comment ça fonctionne, dans le fond, l'oreille, c'est quoi les appareils, tout ça. Donc, quand le professeur arrive avec son système MF, le jeune avec ses appareils, ben déjà, les jeunes sont au courant. Donc, c'est souvent aussi le manque d'information qui fait qu'on va porter des jugements, ou qu'il peut avoir... L'inconnu, ça fait peur. Ça fait peur. Est-ce que je vais l'attraper? Est-ce que c'est bon? Alors, quand on répond aux questions, en général, les jeunes sont très ouverts face à la différence, justement. Mais en vieillissant, là, non, on devient avec des critères plus dans l'apparence, tout ça. Fait que c'est plus difficile pour ces jeunes-là, surtout s'ils ont un tempérament plus anxieux. Je vous dirais, là, honnêtement, c'est vrai que c'est plus un défi. C'est possible de les accompagner, de les aider, mais ça reste un défi dans notre société. Oui, parce que quelqu'un qui, par exemple, au niveau trouble auditif central, par exemple, c'est pas visuel, on le voit pas. Hein? C'est auditif, donc ça paraît moins, mais c'est quand même là, puis ça demande quand même des ajustements, puis c'est un défi, puis c'est quand même une différence au niveau de la communication. Ça aussi, il y a eu énormément d'avancées là-dedans. Quand on parle vraiment une différence très, très, très physique où là, tu ne te fonds pas dans la masse. Surtout maintenant avec les Instagram, les médias sociaux, où les adolescents se valorisent énormément là-dedans. À quelle place ont-ils, ces adolescents-là, qui ont vraiment des différences physiques puis qui se disent, ben moi, là, tu sais, ça me tente-tu de faire un machin Instagram, quoi que ce soit? Ça doit être contraignant pour eux. Bien, encore là, ça varie beaucoup, justement, aussi selon leur personnalité. Oui. Donc, c'est ça. Il y en a des extravertis, eux autres, puis pour eux autres, ben oui, tu sais, c'est comme... Manque un bras, c'est pas grave. Ils vont faire des blagues, même. Oui, bien, c'est ça. Mais ça, dans tous les cas, j'encourage ça beaucoup, hein. Le sens de l'humour, l'autodérision, c'est quelque chose qui aide tellement dans la vie, là, quand on peut... si j'avais des enfants, moi, qui avaient justement des handicaps, là, plus moteurs, qui pouvaient s'enfarger à tout moment, ben on travaillait ça. Tu sais, j'entre dans la classe, je m'enfarge, je tombe devant tout le monde. Mais qu'est-ce que je peux dire? Tu sais, fait que là, il y avait toutes sortes d'idées. Ben, genre, j'adore faire des entrées remarquées. Alors, ça fait des bons TikTok, ça. Ça fait des bons TikTok pour les ados. Oui, c'est ça. Alors, donc, c'est ça. Fait qu'on les aide à essayer de revirer ça d'une façon qui est plus constructive. Mais ça n'empêche pas que c'est vrai qu'il y a des jeunes pour qui c'est plus difficile, qui sentent... c'est là où on va aller voir, ben est-ce qu'il y a il y a beaucoup de sports adaptés qui existent, des regroupements. Des fois, de se retrouver avec d'autres jeunes aussi qui ont une condition similaire, ça fait du bien de dire « je ne suis pas tout seul ». Et de s'entourer aussi de bons amis. J'en parle justement dans mon livre aussi, mais les valeurs qu'on a, si c'est important pour nous justement, l'ouverture, l'accueil, bien, si on essaie d'aller vers des amis qui ont ces mêmes valeurs-là, ça risque d'être des amis aussi qui vont être plus fidèles, plus stables, puis... qui vont être là pour les bonnes raisons aussi. Pour les bonnes raisons, puis ce qui fait que le fait d'avoir un réseau puis de se sentir accepté, ça a un impact. Surtout à l'adolescence. Surtout à l'adolescence, ça, c'est sûr et certain. Comment est venu le sujet de l'anxiété dans votre vie? Parce que là, vous avez aussi quand même écrit des ouvrages par rapport à ça. C'est venu comment? Bien, en fait, c'est sûr que moi, très jeune, puis je vois, j'ai des photos de moi, bébé. Là, en fait, très, très jeune, là, je vois que j'ai des grands yeux, là, puis je suis déjà là, comme sur le qui-vive à observer. Fait que moi, je suis une nature anxieuse. Je dirais que j'ai des traits anxieux, pas nécessairement au niveau du trouble, parce que je suis très fonctionnelle quand même, mais je suis timide, difficulté à me séparer de mes parents. Fait que j'avais vraiment beaucoup d'éléments comme ça. Puis c'est seulement quand je me suis retrouvée justement à l'université étudiant en psychologie que là, j'ai découvert l'anxiété, que c'était quelque chose qui existait, puis qu'il y avait des moyens dont
à l'époque, là, tu sais, on recule dans les années 90, mais c'était beaucoup le modèle d'exposition. Hein, on s'expose à ce qui nous fait peur, puis ça nous aide à fonctionner. Alors moi, j'ai beaucoup intégré ça, puis je me suis dit, ben je vais foncer malgré tout, tu sais, je vais faire face à ce qui me fait peur. Puis d'ailleurs, c'est pour ça que même aujourd'hui, je fais des conférences, je fais beaucoup de choses que, tu sais, c'est pas dans ma nature profonde. Tu sais, c'est pas aussi facile que pour quelqu'un d'autre. Mais parce que j'aime ça transmettre mon savoir, j'aime ça aider, bien, la motivation m'aide, hein, à m'exposer. Donc, tout ça pour dire que moi-même, je suis une personne qui vit de l'anxiété, beaucoup d'anxiété de performance. Je viens d'un milieu où mon père, justement, c'était un professeur-chercheur, c'était un homme extrêmement brillant, très bon, mais très exigeant envers lui-même. Il n'y avait pas beaucoup de place à l'erreur. Pas beaucoup de place à l'erreur intellectuelle, je dirais. Hein, c'est le bon mot, il fallait la bonne expression. Puis ma mère, elle, qui était plus d'une femme pleine d'émotions, beaucoup plus chaleureuse. Donc, en fait, ben, c'est pas que mon père n'était pas chaleureux, mais il était plus rationnel. Cartésien, oui, c'est ça. Il faisait une belle équipe. Mais ma mère, elle était plus dans l'apparence, justement, physique, tu sais, bien paraître. Elle, c'était plus l'importance là, qu'on soit aussi agréable avec les autres. Donc, des niveaux d'apparence différents. Et la ligne était assez droite. Il n'y avait pas de... Non, c'est ça, c'est ça. Pas trop place à des esclaves. Exactement. Donc, moi, j'ai appris très jeune là, qu'il fallait que je sois donc le plus possible intelligente. Et puis, j'avais toujours le sentiment que je ne l'étais pas non plus, parce quand on a un père qui est si brillant, c'est difficile. Puis encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mais j'ai fait un doctorat, moi. Oui. Puis j'ai même fait quelque part un post-doctorat. J'ai de la difficulté à le croire. C'est comme si je me dis, ben ça se peut pas. J'ai eu de l'aide, justement, de mon père aussi. Hein, une chance. Il vous a tiré vers le haut, comme on dit. Donc, ça peut être exigeant, ça peut être stressant, ça peut être confrontant. Mais à quelque part, c'est un modèle. C'était un modèle, oui. Puis ma mère aussi, ma mère était une enseignante de formation. Ma mère était excellente en français. Fait que dans le fond, elle aussi, les deux corrigeaient souvent mes travaux, m'aidaient à me restructurer. Fait qu'ils m'ont vraiment beaucoup, beaucoup aidée. Mais toujours est-il que c'est ça. Je viens d'un milieu quand même assez performant, mais qui est associé aussi à des qualités. D'ailleurs, j'en parle dans mon livre parce que pendant longtemps, je me disais, oui, mais comme toute chose, c'est rarement juste positif ou négatif. Enfin, il y a toujours l'envers de la médaille. Le défaut des qualités, la qualité des défauts. Exactement. Puis, dans le cas de l'anxiété, bien, il y a le désir de bien faire les choses, de vouloir. Puis moi, honnêtement, je pense que c'est ça qui m'a permis de continuer. Parce que quand je me suis retrouvée au baccalauréat en psychologie, on était plus de 300. Ils nous disaient, il y en a à peu près 30 parmi vous qui allaient pouvoir continuer aux études avancées. C'est très, très, très sélectif. Puis, je n'étais pas nécessairement la meilleure de classe. J'étais bonne dans certains aspects, mais je ne me qualifierais pas de la première de classe, là. J'ai un cerveau, je pense, qui justement des forces, des difficultés, qui me rend un peu unique aussi. Mais c'est mon anxiété, le fait de me dire, ben moi, c'est ça que je veux. Je ne voyais pas tant de plan B. Je me disais, c'est vraiment ça que je veux. J'étais fascinée par le développement des enfants. Je voulais les aider. Puis je me suis appliquée. Donc, moi, ça m'a donné l'énergie, la drive pour être studieuse, avoir des bonnes notes, parce que c'était ça que je voulais faire. Fait que dans ce cas-là, l'anxiété, oui, j'étais plus fébrile, peut-être plus sensible, mais ça a été très, très positif dans mon cas. Mais l'objectif était clair, puis vous étiez bien groundé sur votre objectif. Oui, exactement. C'est sûr qu'à un niveau trop élevé, là, on devient non fonctionnel, puis bon, ça devient difficile. J'ai quand même toujours réussi, malgré tout, à garder cet équilibre-là. Mais ça reste que j'ai une personnalité perfectionniste, anxieuse. Mais ce que je fais, j'essaie de bien le faire. Puis je pense que ça aussi, c'est aidant. Dans bien des contextes, là, ça me sert, finalement. Où est la place? Puis là, c'est vraiment la mère qui parle, parce que moi, j'ai 2 enfants, puis ma grande, je sais qu'elle est anxieuse. Et de par, naturellement, mon travail et tout ça, je m'attribue une partie certaine de son anxiété. Je considère qu'elle a une anxiété que j'ai pavée à quelque part. Elle était possiblement prédisposée. J'aimerais ça que vous m'en parliez plus parce que, puis moi, je le vois aussi à travers des élèves, parce que souvent, derrière un enfant anxieux, un jeune anxieux, il y a un parent anxieux. C'est une très bonne question.
Dans le fond, je me suis beaucoup questionnée sur ça et c'est ce qui fait aussi, dans le fond, dans mon livre, j'ai pris le temps de, tu sais, je me mets toujours à jour. Hein. Le fait d'avoir une formation de chercheur aussi, j'aime ça connaître qu'est-ce qui se fait, qu'est-ce qu'on découvre. Ça évolue tout le temps. Ça évolue tout le temps. Et là, on sait maintenant qu'il y a des gènes associés à l'anxiété. Fait quand vous disiez quelle est la part, on sait qu'il y a cette prédisposition-là. Donc, on n'est pas tous égaux en lien avec l'anxiété. Donc, si on a cette prédisposition-là, on est plus à risque. Maintenant, ce qu'on sait, c'est que c'est une interaction de facteurs, dans le fond, associés à l'enfant, à ses parents, donc évidemment, comment ils sont avec lui, puis à l'environnement, nos expériences de vie. Dans l'environnement, je dirais que ces dernières années, on voit qu'il y a une augmentation, beaucoup de l'anxiété associée à, en fait, bon, ben là, on a eu la pandémie qui est un facteur de stress important, mais c'est aussi pourquoi notre société qui est axée sur la performance, qui est très individualiste comparativement à ce qu'on avait auparavant. Donc, on se définit quand on est bon, quand on réussit à faire quelque chose, qu'on se distingue en compétition avec les autres. Alors, ça amène beaucoup d'anxiété, ne serait-ce que de pouvoir avoir cette image-là. Les parents, dans le fond, leur rôle, mais les parents sont pris aussi avec cette société-là, ce modèle-là. Hein? Fait que, tu sais, on a beau dire, mais nous-mêmes, on est comme pris avec ce modèle-là, essayer de faire le mieux possible. Avoir des amis, même des couples d'amis. Moi, je trouve que justement, la nouvelle génération de parents s'en mettent tellement sur les épaules. Là. Naturellement, les filles veulent travailler avec raison. Elles veulent avoir une indépendance. Elles veulent être des mamans parfaites. Il faut que leur maison soit spick and span, comme dans le temps nos grands-mères puis nos mères, mais qui, elles, restaient à temps plein à la maison. Donc, la maison pouvait être spick and span. Mais là, elles veulent comme... Puis au goût du jour aussi, au goût parce du que jour, là, il y a la mode. Au goût du jour, donc bien mise, bien coiffée, bien... Ouais. C'est beaucoup, là, sur leurs épaules. C'est beaucoup. Fait qu'il y a beaucoup d'épuisement, de stress. Ce qu'on sait, ça, c'est les études de Sonia Lupien, là, on en entend beaucoup parler. Elle a fait vraiment des études extraordinaires, de son livre aussi, Par amour du stress. Mais elle a montré que le stress, ça se communique aussi, ça se transmet. Parce qu'à la base, dans le fond, l'anxiété, c'est quoi? Bien, c'est une peur. Hein? Il y a une émotion de peur derrière ça. À l'origine, c'était des peurs associées à la vie, la mort. Tu sais, le mammouth, là, on devait combattre. Donc, c'était vraiment c'était plus des conditions qu'on pourrait appeler, dans le fond, plus physiques. Mais aujourd'hui, on est rempli de peurs qui sont plus psychologiques. La peur d'être rejeté, abandonné, ridiculisé, qu'on a beaucoup aussi avec les réseaux sociaux. Donc, ces peurs-là font en sorte on est constamment dans un mode, on est comme activé, on est sur la défensive, puis on n'a comme pas assez de temps pour récupérer, pour relaxer, pour se remettre de ce stress-là, se déposer. Alors, les nouveaux modèles en anxiété disent que possiblement, en fait, c'est qu'on active ce qu'on appelle notre système sympathique en cas de danger, donc adrénaline. Mais notre système parasympathique qui, lui, nous aide à récupérer, qui a été fait à l'origine de notre corps, là, comme notre conception, dans le fond, à l'homme des Cro-Magnons, c'était fait pour justement, on attaquait le mammouth, mais après ça, on avait du temps, on avait plusieurs jours pour se reposer et s'en remettre. Et dans nos sociétés actuellement, on ne peut pas faire ça. Fait qu'il y a un déséquilibre. Le système sympathique est trop sollicité, puis le parasympathique moins. Donc, il y a un épuisement qui se fait suite à ça. Donc, ça, c'est important. Mais le sachant, puis c'est encore là que moi, j'ai toujours comme, peut-être parce que j'ai travaillé longtemps en réadaptation aussi, j'essaie toujours de voir, mais qu'est-ce qui est possible de faire? Mais je trouve qu'en le sachant ça, ben on essaie de faire plus de parasympathique. Puis le parasympathique, ben c'est toutes les techniques de comment qu'on peut justement relaxer notre corps, relaxer notre tête, se soulager, s'apaiser au niveau du cœur. Puis ça peut être différent de vous à moi, là. Donc, ça peut être du yoga, ça peut être une marche, ça peut être d'être avec son animal, d'écouter un film, Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est ça que mon expérience, je pense, clinique des dernières années m'a montré qu'on a beau avoir le meilleur outil, le meilleur moyen. On sait que la respiration, ça serait un des meilleurs moyens. Si on ne l'utilise pas, si le jeune, ça ne lui convient pas, la personne n'est pas à l'aise avec ça, bien, ça ne sera pas le meilleur moyen, parce qu'il ne l'utilisera pas. Fait que dans mon livre, j'en parle beaucoup de l'importance de c'est qui l'enfant, c'est qui vous êtes, vous, puis dans quoi, qu'est-ce que vous aimez faire, qu'est-ce que vous aimez moins faire, puis c'est pour ça que je présente énormément d'outils. Je les ai séparés, justement, tous les outils qui vont venir calmer le corps.
qui vont venir calmer la tête, parce qu'on a souvent le petit hamster, les petites pensées qui contribuent à notre anxiété. Je ne serai pas bonne, je ne serai pas capable. On a aussi comment on se sent. Dans le fond, on se sent pas. On sent, oh mon Dieu, c'est juste moi qui se sens comme ça. Ou pourquoi je suis comme ça? Puis, tu sais, on vient là, se torturer souvent. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour s'apaiser au niveau du cœur? Ça peut être justement de parler avec quelqu'un, mais ça peut être de serrer pour les enfants, serrer un toutou. Avoir des objets aussi, aide-courage, qui nous aident à affronter nos peurs. Aide-réconfort. Donc, j'en ai plusieurs aussi que j'énumère. Puis ensuite, mais en sachant aussi que quand on a peur, tout ça, bien, l'idéal, c'est quand même de faire face à sa peur. Parce que quand on évite les situations, bien souvent, on sait que ça augmente. Parce que c'est comme si notre système nous dit, bien, tu n'as pas été là, bon, bien, OK, prochaine fois que tu y vas, bien, je vais t'envoyer encore plus de signaux d'alarme parce que tu t'es pas sauvé la première fois. Comme si on voyait un ours devant nous, bien, puis qu'on revient encore devant l'ours, notre système va dire, bien, voyons, là, tu sais, je vais t'envoyer plein d'adrénaline. Alors que si on s'expose puis qu'on voit que l'ours qui avait l'air si gros, finalement, il n'est peut-être pas si gros, puis qu'on est capable, puis qu'on est bien, bien, l'anxiété va diminuer au fil du temps quand on s'expose à ce qui nous fait peur. Donc c'est vraiment de confronter notre anxiété. Bien, ça, c'est une bonne chose. En fait, la nouvelle tendance, on est moins dans la confrontation. Okay. C'est ça. Les nouvelles tendances en psychologie, on est dans ce qu'on appelle la troisième vague. C'est plus d'être dans la bienveillance, l'acceptation. Alors qu'avant, justement, on disait non, j'en veux pas d'anxiété ou je vais la confronter. On l'accepte. L'anxiété, elle est là, mais on ne lui donne pas toute la place. C'est-à-dire que c'est comme si on n'essaie pas de la chasser, de la nier, mais on fait avec. On y fait face? On y fait face, mais en n'étant pas dans une position que c'est mon ennemi. Non, okay. Mais on y fait face dans le sens, OK, t'es là, j'ai peur, c'est beau, mais OK, maintenant, c'est beau, mais bon, c'est comme ça, donc on l'accepte, mais qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Fait que là, ben, je sais que j'ai peur, mais je vais quand même essayer de le faire mon exposé, malgré la peur. Mm-hmm. Mais c'est pas contre la peur. Non. C'est de ne pas d'être contre. Parce que être contre, c'est comme de ne pas être dans l'acceptation. Bien, il y a de ça, puis on passe beaucoup d'énergie à ce moment-là. C'est plus drainant. C'est plus drainant. C'est ça que les dernières études montrent. Maintenant, il y a des façons, puis ça, j'en parle aussi beaucoup, d'aller comme détourner, contourner, recadrer les situations qui nous permettent aussi d'accepter l'anxiété. Par exemple, je donne un exemple, comme même ce matin, en m'en venant ici pour l'entrevue, c'est sûr que j'avais un niveau d'anxiété, de stress. En fait, je dirais que j'étais stressée, puis vraiment un peu d'anxiété. Et ça, je le fais beaucoup, puis je l'encourage les jeunes à le faire aussi. J'ai comme recadré, c'est-à-dire que je reprends la situation, puis comment je me sens, mais je lui donne un autre sens. Donc là, je me suis dit, « Hey, mais je suis chanceuse de venir vivre cette expérience-là. Tu sais, c'est quand même quelque chose d'unique, là, tu sais, de spécial. Je suis privilégiée de vivre ça. » Donc, mes symptômes, qui étaient comme plus associés à quelque chose de désagréable, bien, je les réinterprète comme, « Ah, ben donc, c'est plus même positif ou plus normal. » Donc, encore une fois, je n'ai pas dit « je ne veux pas être comme ça ». Non. Mais je viens un petit peu jouer. Relativiser les choses, puis rendre ça positif. Oui. Vous parlez, ou comme on dit, on se parle. Oui. Fait que j'ai accepté, je l'ai comme vu que j'avais ça. Donc, c'est pour ça aussi de reconnaître quand on en a de l'anxiété. Puis après ça, se dire « OK, bien, j'en ai. Est-ce que c'est utile ou c'est pas utile? » Parce que l'anxiété, contrairement à d'autres émotions, souvent, il y a une base, au fond, qui nous dit quelque chose. Hein. Et c'est ça qui n'est pas toujours simple, même avec les enfants. Moi, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de jeunes qui me disaient, bien, j'ai peur de telle chose. Puis si on essaye trop vite de dire, bien, non, occupe-toi-en pas de ta peur. Mais souvent, il y avait une raison derrière. Fait que, tu sais, es-tu utile? Fait que ça, je questionne souvent le jeune. Est-ce que ça t'aide ou ça t'aide pas? Qu'est-ce qu'il y a derrière ta peur? Puis souvent, pour les enfants, les jeunes, ils interprètent pas bien les situations. Ils n'ont pas tout ce qu'il faut, eux autres, pour faire une bonne analyse. J'avais une jeune, par exemple, qui, elle était convaincue que si elle avait un échec à son examen, qu'elle allait se faire mettre dehors de l'école. Donc, elle, l'idée d'échouer à un examen, sa perception, là, c'était... Fait que là, elle avait de l'anxiété, mais démesurée, là, la veille de l'examen. Fait que là, elle m'explique ça. Puis j'ai dit, mais qu'est-ce qui fait que tu penses que tu... Ben, elle m'a dit, ben, au début de l'année, on était 30 dans ma classe, puis maintenant, on est rendu 25. Fait qu'il y en a 5 qui ont échoué leur examen, puis qui se sont fait mettre dehors. Elle avait vu ça comme ça. Ben oui. Fait que quand les jeunes, souvent, ils font des liens avec les éléments qu'ils ont. Donc, ben c'est sûr que quand... Fait que ce que j'ai fait, c'est que je lui ai dit, ben je pense pas que ça fonctionne comme ça, mais
qu'est-ce que tu pourrais faire? Puis ça, c'est aussi quelque chose qui peut aider les anxieux qui souvent sont plus dépourvus, hein, qui comptent sur nous, qu'on a tendance à vouloir protéger beaucoup. Fait que ça, pour les parents, c'est quelque chose qu'il faut se rappeler, de dire, ben, au lieu de tout faire pour eux, tout régler pour eux, ben, les amener, qu'est-ce que tu pourrais faire? T'sais? Puis elle m'avait dit, ben, je pourrais peut-être aller demander à la direction, t'sais. Mais là, c'était gênant pour elle. Fait que là, en tout cas, je l'ai aidée, je l'ai accompagnée dans cette démarche-là, mais quand après, elle est revenue, elle dit, ben là, elle dit, vraiment, elle dit, c'était pas ça du tout. Fait qu'elle, le fait qu'elle a vu que non, ça prenait plus qu'un échec dans un examen, mais ça l'a enlevé beaucoup d'anxiété. Ben oui. Fait que c'est pour ça que, tu sais, y a-t-il quelque chose derrière? Est-ce que le jeune n'a pas bien compris la situation? Y a-t-il une raison? Des fois, il n'y en a pas. Des fois, c'est vraiment juste de l'anxiété qui est amplifiée. Dans ce temps-là, c'est plus là qu'il faut dire, OK, là, ça ne m'aide pas, cette pensée-là. J'essaie de ne pas en tenir compte. Je reviens au moment présent. J'essaie de me recentrer sur mes choses de l'environnement. Puis comme truc, je donne souvent aux jeunes, mais regarde dans ta classe aujourd'hui, combien de personnes ont mis des bas blancs? Combien? On revient un petit peu solliciter notre cerveau pensant qui, lui, aide à enlever là, l'activation du cerveau émotif qui est en panique, là, qui est d'amener anxieux. notre attention sur autre chose Sur autre chose, mais qui nécessite des fois un petit peu des petits calculs mentaux ou des petites qui vont nous amener à réfléchir un petit peu plus. Quand on est dans un niveau trop élevé d'anxiété, c'est difficile de réfléchir parce que là, c'est comme si l'adrénaline est tellement élevée. Il faudrait combattre un ours normalement ou un mammouth à l'époque. Fait que des fois, c'est difficile de réfléchir. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de jeunes en situation d'examen qui oublient tout parce que leur niveau d'anxiété est trop élevé. Fait que quand ça redescend, on attend que ça redescende, mais en se recentrant sur le moment présent, ça aide à redescendre. Puis là, ben, on restimule notre cerveau pensant. Fait que c'est des moyens comme ça, dans le fond, j'ai beaucoup d'outils pratico-pratiques. Ben oui, non, c'est intéressant parce que, comme par exemple, un jeune qui est au cégep, à l'université ou même au secondaire ou même au primaire, qui est très anxieux puis qui oublie tout, qu'est-ce qu'on peut donner comme truc à ces étudiants-là? Bien, donc, eux, ça va être aussi beaucoup la prévention. Hein? Parce que dans le fond, l'anxiété, c'est trop d'adrénaline dans le corps. Fait qu'on essaie toujours en prévention de diminuer. Donc, déjà, si on arrive, admettons, on est à 7 sur 10 d'anxiété, puis là, on a un examen, c'est pas long là, qu'on l'atteigne, notre 10. Mais si notre corps est assez apaisé, puis qu'on est à 2, 3, bien, on va mieux tolérer le stress puis ce qui va se passer. Donc, prévention, c'est bien dormir. Le dormir suffisamment, là, c'est quand même beaucoup selon l'âge, là, mais c'est souvent au moins 9-10 heures hein, pour les jeunes. Et ça fait en sorte que justement le cerveau, il va mieux réguler les émotions. Donc déjà, ça prédispose. Puis c'est un des meilleurs prédicteurs de santé mentale, dormir suffisamment, puis faire de l'exercice. C'est les deux qui sont ressortis de toutes les études là, comme les meilleurs prédicteurs. L'exercice, mais il y a beaucoup de jeunes qui n'aiment pas ça ou qui ne sont pas sportifs. À ce moment-là, c'est pour ça qu'eux, dans le fond, les respirations, le yoga, la danse, ça peut être une autre façon ou trouver, dans le fond, c'est pas obligé d'être le gros exercice, mais de trouver quelque chose qui va permettre d'apaiser le corps en prévention. Donc ça, c'est déjà très, très aidant. Ensuite, bien, on peut travailler justement à différents niveaux. Si c'est les pensées qui sont trop envahissantes, bien, c'est là qu'on va aller l'aider à dire, regarde, ta pensée, est-ce qu'elle t'aide ou pas? Bon, bien, essaye de ne pas en tenir compte parce qu'ils ne sont pas toujours vrais, nos pensées. Surtout quand on est anxieux, c'est amplifié. Des fois, on se crée des scénarios qui ne sont pas là. On se crée des scénarios qui ne sont pas là. C'est ça. Ça peut être justement de revenir à des moyens. Il y a beaucoup aussi de choses, des outils sensoriels maintenant qu'on retrouve qui sont de plus en plus populaires. Mais moi, je trouve que les jeunes, en tout cas, ils me le disent souvent, ça les aide. Là, ça peut être des objets à étirer, ça peut être à manipuler. Il y a des labyrinthes visuels qui aident à se calmer, des lampes avec des bulles. Donc, on va essayer de se mettre dans un environnement qui est comme un petit peu plus apaisant. Mais c'est sûr que il y en a beaucoup, là, je pourrais en parler. Ben oui, c'est votre expertise. Et puis, il fait des conférences, vous avez écrit là-dessus. Tout à l'heure, vous disiez justement, souvent on a tendance, parce que moi, je pense aussi que c'est ça, les enfants anxieux, est-ce qu'on les a, parce que je trouve qu'il y a une génération là, plus anxieuse que d'autres. Puis, vous me le direz si je me trompe. Mais je considère qu'on les a peut-être trop surprotégés, cette génération-là, en tant que parents. Ça, c'est une très bonne question. En fait, la ligne n'est pas toujours claire entre surprotéger puis être à l'écoute. Hein? On a moins d'enfants qu'on avait.
Puis ça, c'est quelque chose qui est souvent dit. Quand il y en avait 10, je pense que veut pas, la tension n'était pas... mais la pression aussi n'était pas la même. Parce que, je veux dire, on se disait dans la famille, il y en aura un qui sera médecin, il y en a un qui sera... On essayait d'avoir un petit peu tous les métiers. Un curé, tout ça. Puis il y en a d'autres qui vont devoir lâcher l'école pour aller aider les enfants des plus vieux, des plus vieilles. Exactement. Aujourd'hui, comme on en a moins... C'est d'autres stress. Oui. Mais aujourd'hui, on est plus, puis on a valorisé beaucoup aussi l'éducation, les métiers scolarisés, alors que les métiers professionnels sont super importants, mais on les a moins valorisés. Donc, on veut tous que notre enfant se rende le plus loin possible à l'école. Fait que déjà là, on met énormément de pression sur soi puis sur l'enfant. Fait qu'il y a de ça, il y a beaucoup de pression. Puis la surprotection, en fait, je pense qu'on essaie, les parents essaient d'être plus à l'écoute. Il y a du positif dans ça. Par contre, c'est qu'à un moment donné, il faut aussi mettre des limites. Et c'est là que c'est pas évident. Il faut les laisser faire des erreurs. On ne peut pas les protéger de tout, puis de les empêcher de vivre des mauvaises expériences ils doivent faire leurs expériences. Mais encore là, il ne faut pas aller dans l'autre extrême en disant, regarde, il fera comme moi. C'est ça. Faut la modération a bien meilleur goût, comme disait. Tout à fait. En fait, je trouve qu'encore plus comme parent, je pense que les extrêmes sont à éviter. Donc, beaucoup protégés, complètement laissés aller. Trop de cadres, pas assez de cadres, c'est très difficile pour un enfant. En général, les extrêmes amènent des extrêmes. Les enfants vont réagir d'un continuum à l'autre. Donc, en le sachant, le but, c'est pas de se culpabiliser comme parent, mais c'est de se dire, OK, moi, est-ce que je suis peut-être un petit peu trop protecteur ou pas assez? Puis, dans le cas des enfants anxieux, d'avoir un parent qui n'est pas du tout dans l'encadrement, on pourrait se dire, lui, justement, il n'y a pas trop de pression. Non, c'est très anxiogène aussi parce qu'il y a besoin du cadre, il y a besoin, si c'est jamais clair à quelle heure on soupe ou qu'est-ce qu'on fait demain, qui sait jamais qu'est-ce qui l'attend, il n'y a pas de routine. Il n'y a pas de routine. Pour lui, ça va être plus difficile qu'un enfant qui ne l'est pas. Par contre, si on est toujours avec une routine claire, précise, tout le temps organisée, oui, l'enfant va en apparence être calmé, mais il n'apprendra pas à vivre avec l'imprévisibilité, justement, l'imprévu. Fait que dans ce cas-là, moi, je dis souvent, essayez de faire des petits changements dans votre routine, peut-être la fin de semaine, quand il y a moins d'impact là, pour l'école, mais amenez volontairement, justement, pour dire, oh mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait? Il s'est passé quelque chose, pour être, comme on dit, qu'il peut se revirer sur un 30 sous, pour prendre l'expression. Parce que c'est vrai d'avoir cette capacité-là de devoir, même dans leur travail, ça va être important parce qu'ils ne sont pas capables de gérer quelque chose, un inconvénient, quelque chose d'impromptu. Oui. Ça va être difficile pour eux, là. Tout à fait. Donc, c'est ça, apprendre la flexibilité tranquillement. Leur donner des tâches aussi, c'est quelque chose qui est très important, pour que l'enfant voit qu'il est capable de faire des choses. Puis quand on fait des tâches, même vider le lave-vaisselle, mais ça se peut qu'il arrive des problèmes à un moment donné en cours de route. Ah non, où on met la vaisselle, c'est pas bien placé. Donc, ça les oblige à avoir des petits problèmes puis trouver des solutions. Mais ça, à partir du moment où tu le fais, tu l'expérimentes, après, ça t'aide à généraliser dans la vie. Donc, oui, les exposer justement à mais peut-être pas des trop grosses marches non plus. Non, de petit à petit. Puis de trouver des solutions par eux-mêmes aussi. Les amener dans toutes les discussions aussi en famille. Souvent, les parents vont décider des tâches ou des choses, puis voici, mais moi, j'encourage beaucoup les parents, parlez-en ensemble, amenez-le. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Qu'est-ce que tu ferais, toi? Donc, l'amener aussi dans cette réflexion-là pour qu'il développe sa confiance en soi, qui va aider beaucoup aussi en contexte anxieux. Quand on croit en capacité de faire face aux choses, c'est comme un outil qui est tellement précieux. On peut aussi se poser la question, je disais ça à un ami dernièrement, justement, de par son anxiété, qui évitait, qui hésitait beaucoup à se présenter à un événement. Moi, je me disais, si tu penses regretter ne pas y avoir été, si tu penses, ne serait-ce qu'une seconde, dire, mon Dieu, tu sais, mon anxiété a pris tellement de place que j'aurais aimé ça y être, mais je ne suis pas allée parce que, justement, ça m'a paralysée. Si tu penses avoir ce regret-là, c'est une raison pour y aller. Ça peut être une bonne façon d'accompagner une personne anxieuse. Oui, mais moi, au lieu du regret, j'irais plutôt, c'est ma déformation, j'irais avec, mais c'est quoi tes valeurs? Qu'est-ce qui est important pour toi? Ça, c'est une nouvelle aussi tendance qu'on utilise beaucoup en psychologie, même pour les gens dépressifs, là, mais qui aide énormément. Dans le fond, identifie c'est quoi tes valeurs. Si moi, ma valeur, c'est justement de participer à des événements que je trouve importants, en lien avec son travail ou en lien avec... Je veux encourager que moi, l'amitié, c'est important, puis que là, c'était justement un ami qui faisait quelque chose, mais que lui était gêné d'y aller parce que...
Mais à partir du moment où tu identifies clairement tes valeurs, là, tu peux voir ton comportement, est-ce qu'il t'aide à te rapprocher de ta valeur ou il t'éloigne de ta valeur. Puis quand c'est des valeurs, c'est quelque chose qui est ancré profondément en nous, ça peut être un motivateur très important. Fait que, c'est plus positif. Dans le sens, c'est ça. Oui, c'est vrai que c'est comme éviter un regret, mais on l'amène d'une façon peut-être qui est plus constructive. Oui, constructive, positive. Puis ça, c'est ça parce que c'est vraiment une ligne de pensée dans laquelle on était plongé. Puis là, justement, vous parlez beaucoup de bienveillance. Puis... Mais avant d'arriver là-dessus, parce que je trouve ça important qu'on en parle, parce qu'il y a une vague, justement, là, comme vous dites, puis là, tu sais, c'est ça, de bienveillance, puis de dire, bon, à l'écoute, puis tout dans la douceur, mais il y a les anti, et bien là, ça va avec la vague woke aussi, là, qui est beaucoup teintée de ça. Puis il y a les anti-woke qui disent, ah, là, ça va faire, là, attends une minute, il faut vraiment que ça, on va en parler dans quelques secondes. Mais je voulais venir aussi par rapport aux jeunes et l'anxiété. Il y a des parents qui veulent se projeter à travers leurs enfants. On parle justement de performance sportive. C'est les jeunes qui jouent au hockey. Il n'y en a pas question que le jeune soit dans le B, soit dans le C. Il faut absolument qu'il fasse l'élite. Donc, il y a une grosse pression dans les sports parce que tu as des parents qui veulent beaucoup se valoriser, que ce soit intellectuellement, qui n'ont pas eu la chance de devenir médecin pour X raison ou de faire tel métier. Donc, ils vont beaucoup pousser leurs jeunes vers ça. Des fois, c'est au niveau, justement, d'une discipline sportive ou etc. Ça aussi, ça crée beaucoup d'anxiété. Oui, ben oui, tout à fait. C'est sûr que, tu sais, idéalement, comme parent, c'est important de voir, tu sais, qu'est-ce qui m'appartient dans ça, qu'est-ce qui appartient aux jeunes. Puis les jeunes, ben, les autres, ils ne veulent pas décevoir les parents. Puis il y a moi, il y en a beaucoup je dirais peut-être plus les garçons, tu sais, qui me disent, ben, tu sais, c'est le seul moment où je sens que mon parent, il est avec moi. Tu sais, ça fait un moment où on est ensemble, tu sais, pour se rendre, admettons, à l'événement sportif. Ou ensuite, ben, je sens qu'il m'encourage. Fait que pour avoir cet amour-là, hein, c'est comme s'ils vont aller loin. Fait que le jeune ne dira pas nécessairement « j'aime pas ça » ou « j'ai pas envie d'y être ». Ils n'ont pas nécessairement la conscience non plus de ça. Fait que c'est beaucoup aux parents de se regarder et de dire « ouais, jusqu'à quel point lui, il aime ça ou que c'est moi qui veux ça ». C'est sûr que oui. Oui, c'est ça. Puis le but, c'est pas de comment je pourrais dire, de dire aux parents ce que vous faites, c'est pas correct. Mais les parents, nous sommes les modèles. Puis c'est important d'avoir régulièrement des introspections. C'est important de... Moi, souvent, je me flagelle. Là, je dis, c'est plus facile quand on est dans un domaine connexe de dire, mon Dieu, Seigneur, là, je suis bien bonne, je donne des bonnes consultations, mais puis je donne des très bons conseils, mais on ne suit pas toujours nos conseils en tant que... Puis c'est normal. Là. Puis c'est pas parce qu'on est des cordonniers mal chaussés, c'est parce qu'on est des êtres humains. Puis quand on a le nez très collé sur nos propre réalité, c'est pas comme lorsqu'on est en consultation puis qu'on donne des... Mais c'est important en tant que parent de dire aux parents, mais sans dire on veut vous culpabiliser, c'est écoutez, on est souvent... moi, je le vois, je suis capable déjà presque, sans avoir votre expertise, de dire, ben voici ce que j'ai fait, moi. Tu sais, ma fille, c'était ma première, j'ai mis dans une ouate, je suis une fille hyper performante et tout ça. Donc, je vois où est-ce que j'ai eu certains manques. Je n'ai pas été une mauvaise mère, mais je vois mes manques qui ont pu créer chez elle un peu plus d'anxiété, qui fait que ça l'avait eu une autre mère. Peut-être qu'elle aurait été habitée par une certaine anxiété, mais possiblement moindre. Comme de nos côtés, je vois que mes faiblesses, des fois parentales, ont été positives pour elle parce que justement, je ne l'ai pas trop complainte dans son anxiété. Donc, je l'ai pas trop, ah oui, puis c'était plus, on y va, puis donc, elle est capable elle-même de passer par-dessus son anxiété et de vivre ces choses et d'aller au travail, de ne pas se paralyser par son anxiété. Donc, je suis en analyse naturellement d'une expertise que je n'ai pas de manière approfondie, mais au moins, j'analyse. J'analyse les comportements, j'analyse les siens, puis je me dis, ben, puis elle-même, elle me le verbalise. Elle dit, ben, garde, moi, je vais à l'encontre de mon anxiété, mais parce que tu m'as appris à, tu sais, the show must go on. Tu sais, des fois, il allait peut-être pas toujours par la bienveillance, tu sais, des fois, c'était plus dans, regarde, on y va, là. Non, tu étais capable, là. Voyons, il faut y aller, puis...
Oui, mais j'amènerais peut-être, c'est super Oui. intéressant comme témoignage. Je trouve que ça représente beaucoup les Les situations des parents, parents. oui, oui. Je pense que là où je voudrais amener une nuance, c'est que la bienveillance, c'est ça, je pense que des fois, on a l'impression que ça veut dire qu'on est pauvre toi, puis qu'on est juste dans, ben, regarde, t'es comme ça, puis pauvre toi. Non, C'est pas ça. non, c'est ça. La bienveillance, puis c'est peut-être je dirais que la seule chose que je recommanderais qui est vraiment essentielle, c'est dans le sens que si l'enfant dit j'ai peur ou j'aime pas ça, la première étape, idéalement, c'est juste d'accueillir ça. Accueillir ça, ça veut dire, OK, j'entends ce que tu me dis, donc tu as peur. Oui, là, tu vois un gros ours. Donc, de faire du sens à ce qu'il ressent. Reconnaître. Mais c'est pas parce qu'on reconnaît qu'on accepte ou qu'on tolère ou qu'on ne fera rien avec ça. Donc, première étape, j'accueille. OK, je comprends, tu vis ça. OK, maintenant, es-tu utile, cette anxiété-là, pas utile? Non, non, parce que là, t'empêche de faire une activité que tu aimerais. OK, bien, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Donc, on reste proactif. C'est pas parce qu'on accueille, qu'on est dans la bienveillance, qu'on ne fait rien. C'est peut-être là, parce que c'est peut-être là où on a l'image, peut-être plus de la méditation, où là, on laisse passer Donc, il y a des moments où, oui, c'est dans une philosophie, une approche, là, quand on médite, on laisse passer ça, on n'accorde pas d'importance à nos pensées. Mais dans la vie de tous les jours, après, non, ça ne veut pas dire justement d'être passif, là. Moi, je ne crois pas à ça. Je pense que non, il faut justement s'exposer, il faut faire quelque chose avec l'anxiété. Sinon, on est dans l'évitement. Mais je ne sais pas si c'est clair. Oui, là, oui, c'est très clair. C'est qu'on prend juste une petite période pour dire j'entends. Parce que si on est tout de suite, il nous dit anxieux, ben non, go, tu y vas, ben le non, ou on n'est pas. C'est fermé. C'est fermé. C'est juste que le jeune sente qu'on a reconnu qu'il y avait ça. Puis après ça, ben. Donc, il est plus au fait même de tout ce qui va se passer comme émotion, de l'accepter, que des fois, on vit différentes émotions dans la journée. Ça aussi, c'est méconnu de la population puis des enfants. Moi, je passe souvent du temps à leur expliquer ça. Dans une même journée, il va y avoir plein d'émotions qui vont te visiter. Puis c'est normal. Puis ça, c'est grâce justement aux mesures électrophysiologiques qu'on a pu voir ça, parce qu'on est tellement dans une société qui nous envoie le message qu'il faudrait toujours être de bonne humeur, toujours être heureux, puis qu'il y a des gens qui ont l'air de l'être. Mais c'est impossible. C'est impossible. Donc, on a des fluctuations. Puis à partir du moment où on a moins peur de nos fluctuations parce qu'on se dit, OK, bien, c'est correct, c'est normal, dont la peur, bien, on panique moins aussi quand on vit des émotions. On est moins dans des stratégies d'évitement. Tu sais, aller manger parce que là, on ne se sent pas bien. Je suis contente, je mange, je suis fâchée, je mange, j'ai de la peine, je mange. Oui, dans mon cas, je vais magasiner. Puis je mange aussi des fois. Mais vous pouvez voir qui magasine puis qui mange entre les deux. Moi, je fais les deux, par exemple. Fait que je ne suis pas sortie du bois. Non, mais c'est bien d'en parler parce que c'est ça, c'est de reconnaître ça. Puis effectivement, là, c'est là qu'on va avoir certains comportements qui vont être moins favorables pour guérir de ça, finalement, là, de reconnaître ça. Oui, c'est ça. C'est pour ça. Fait que la bienveillance, c'est juste de dire, regarde, moi, je suis comme ça. OK, je le dis, j'ai peur ou j'aime pas ça, mais je reste pas dans un rôle de victime de ça. Je suis pas victime. On est dans l'acceptation de dire, je le reconnais, que ce soit pour nous-mêmes ou pour quelqu'un d'autre. Oui. Je le reconnais ou je me reconnais de ce que je vis ou je reconnais ce que tu vis. Oui. Je l'accepte, etc. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est ça. Donc, on est dans le questionnement. Oui. Puis, okay, par la suite, on commence par l'accepter, le reconnaître. Ensuite, on agit. C'est plus positif, ça, à travers des études, à travers des échanges, des heures et des heures d'analyse et d'études. Et là, ce que je comprends, c'est que ceux qui sont plus réfractaires à ce nouveau mouvement-là, qui est rattaché à la bienveillance, à tout ça, c'est parce qu'eux sont encore très ancrés dans... on est dans l'action, des fois dans le déni. Je pense que tout ça, le déni, on ne veut pas le reconnaître. Ben non, ça n'a pas de bon sens. Non, regarde, t'es capable. Mets ça derrière toi, là. Go, là. C'est peut-être pour ça, là. Bien, il y a de ça. Puis, une des premières raisons aussi qu'on fait qu'on est dans le fond, qu'il y a comme... Même dans les jeunes, des fois, qui n'appliquent pas des moyens ou les parents qui n'appliquent pas des moyens, la première raison, en général, c'est l'évitement des émotions désagréables. Fait qu'en général, c'est des gens qui sont c'est pour qui c'est difficile d'être en contact avec ces émotions. Puis de gérer les émotions. Puis de les gérer. Fait que c'est tout ça. C'est pour ça que il y en a beaucoup justement qui sont vite dans l'action parce qu'il faut c'est dur, c'est un apprentissage. Ça. Puis plus on le fait jeune,
plus on apprend jeune, puis c'est pour ça que dans les écoles, ben oui, il y en a beaucoup justement des petites techniques de méditation, de la bienveillance. Ben, quand c'est fait avec équilibre, qu'on n'est justement pas juste dans, oui, mais à un moment donné aussi, il y a des choses à faire, ben c'est très, très utile. Fait que je pense que oui, pour ces gens-là, il y a comme quelque chose où on est moins connecté aux émotions, puis go, 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 on fonce. T'sais. Fait que je pense que l'idéal, c'est comme dans toute chose, c'est d'éviter les extrêmes. De ne pas voir les émotions ou de trop aller dans les émotions. À un moment donné, oui, on a fait un petit bilan, là, mais après ça, on continue. T'sais. C'est vraiment l'équilibre dans tout ça. Oui, puis je dirais aussi, justement, la gestion des émotions, c'est pour ça qu'on travaille avec les petits, les habiletés sociales, reconnaître les émotions avec justement des petits pictogrammes. Oui. Est-ce que tu es fâché? Est-ce que tu es anxieux? C'est quoi être anxieux? Est-ce que tu es joyeux? Est-ce que tu es triste? Etc. Donc, déjà là, de reconnaître les émotions quand ils sont plus petits. Puis même nous, ça peut nous faire travailler en tant que parents, de dire, ben moi, est-ce que je les exprime, mes émotions? Comment je les exprime? Tu sais, je suis fâchée, j'ai le droit d'être fâchée, mais comment je les exprime? Est-ce que je crie? Est-ce que je hurle? Est-ce que je pleure? Est-ce que je boude? Est-ce que... Donc, tout ça, fait que si l'enfant voit qu'on gère de plus en plus nos émotions, puis je pense que cette nouvelle tendance-là est très positive. Là où certains vont voir un négatif, c'est où parfois ça peut générer, puis vous me direz si je me trompe, peut-être que j'erre complètement, ou des fois on va faire un lien avec des enfants rois, des enfants qui vont devenir rois et qui vont tyranniser et que le parent à quelque part, est tellement dans la bienveillance qu'il devient ami avec son enfant, il ne prend plus son rôle de parent, il se déresponsabilise. Il y a ça aussi qui peut être un danger à l'extrémité de la bienveillance, de l'écoute, etc. Là. Oui, c'est pour ça que oui, tout à fait. C'est pour ça que je reviens à la première phase, c'est écouter, mais ensuite, il faut quand même mettre un cadre. Parce que pas de cadre, c'est aussi ça. Ça amène des extrêmes, effectivement. Un enfant qui a l'impression qu'il est tout puissant, et aussi, je ferai un petit lien avec l'estime de soi, la confiance en soi. Souvent, l'estime de soi, on pense que c'est de toujours valoriser notre enfant, de lui dire comment il est bon, comment il est beau. Mais ça, ce que ça fait, c'est que c'est beaucoup associé à l'anxiété de performance. Parce que quand on est dans le beaucoup, « Hey, t'es bon, bravo! » Puis les jeunes sont comme très, très, très tôt, là, on a la perception de ce qu'on vient de faire. Ça mérite peut-être pas là, des bravos à pu finir. On a juste mis la table. Fait qu'ils ont conscience de ça. Fait que quand c'est trop, puis là, ce que ça fait, c'est que l'enfant intègre qu'il faut qu'il fasse des choses pour qu'on lui dise bravo. Puis que c'est ça qui fait qu'il mérite l'amour. Donc, on est beaucoup dans le paraître, il faut faire des choses. Donc, une bonne estime de soi, c'est reconnaître les forces et les limites qu'on a. Pour après ça, pouvoir dire, ben moi, ça, je suis moins bon dans ça, qu'est-ce que je fais avec ça? Ou ben je ne ferai peut-être pas exprès. Si moi, je suis vraiment pas bon là, dans un sport d'équipe, ben je ne ferai pas ça en loisir. Là. Je vais peut-être plus faire un sport individuel. Puis c'est correct aussi. Il faut juste reconnaître qui on est. Mais je trouve que notre société, on n'est plus dans ça. On est tout le temps dans, il faut juste dire le positif, mais... Non, il faut reconnaître aussi les limites. Il faut être capable de dire non aussi, parce que c'est ça qu'on se rend compte aujourd'hui en milieu scolaire, c'est qu'il y a de moins en moins d'enfants, puis on ne veut pas généraliser, mais qu'on dirait que la première fois ils se font dire non, c'est à l'école. Alors, ils sont en réaction, puis avec raison. Sont en réaction, puis ça fait aussi qu'après, quand il arrive justement des situations plus difficiles, un enfant qui aura toujours été beaucoup, beaucoup protégé, il vit quelque chose, bien, il y a des enfants pour qui c'est dramatique. C'est vraiment, c'est ça. Puis ils n'ont pas la capacité, ils n'ont pas développé des stratégies pour y faire face. Fait que c'est pour ça qu'on revient à justement trop de surprotection, c'est pas bon. Puis la même chose de trop dire oui, de ne pas mettre de cadre, de ne pas mettre... Donc, c'est pas ça pour moi, la bienveillance. Ou de toujours dire non, puis être très, très autocrate, puis très... c'est pas mieux non plus, là. Non, c'est ça. Fait que ça revient, on évite les extrêmes, tu sais. Oui, on écoute, OK, je comprends, mais on ne permet pas tout, on ne laisse pas tout faire, on met quand même, comme je dis, le cadre qui va être sécurisant. Puis qu'il faut que l'enfant, effectivement, apprenne, puis que des fois fasse des erreurs, puis qu'on dise, ben oui, c'est possible. Oui. Je voudrais aussi dire, dans le fond, qu'on a beaucoup de pression d'être un parent parfait. Moi, ce que je dis beaucoup, c'est que c'est pas tant d'être un parent parfait. C'est justement, si tu es fâché, tu peux le dire, regarde, là, je suis fâchée. C'est après, qu'est-ce qu'on en fait? Comment on récupère ça? Comment qu'on récupère ça? Puis de dire, hey, tantôt, j'étais fâchée, bon, ben, je m'excuse, j'ai dit des choses. Mais donc, qui voit que l'enfant voit un modèle de, ben, comment
comment ça se passe, c'est comme quand justement on fait des erreurs ou puis que on est le modèle de notre enfant. Oui. Si on est habitué, notre enfant nous entend toujours conduire en faisant de la rage au volant ou en chialant ou en criant, bien, il va penser que c'est normal. Si à chaque fois qu'il veut s'affirmer ou qu'il voit son parent s'affirmer avec une certaine violence ou avec quelque chose de plus... puis ça ne veut pas dire que c'est des mauvaises personnes, là, mais c'est plus comme imposant, bien, ils vont avoir ce réflexe-là. Puis on voit aussi de plus en plus de parents qui abandonnent. Moi, je fais beaucoup, je ne pensais pas, mais je fais de plus en plus d'accompagnement aux parents, de parents qui vont dire « Ouais, mais c'est parce que je ne veux pas l'écœurer. Ouais, mais il ne voudra pas. Ouais, mais c'est parce que là, je ne sais pas quoi faire. » Bien, voulez-vous lui parler, lui, au téléphone? Donc, ils veulent que moi, je prenne le rôle de parent et je dois parler aux gens. Des fois, je dois parler aux enfants. Des fois, ils ont juste 7-8 ans, puis le parent, déjà, n'a aucune discipline, aucune... et je dois, moi, dire, écoute, ben, mais il veut pas, qu'est-ce que je fais? Il veut pas. OK, mais puis là, on parle naturellement de système d'émulation, de système de récompense. J'accompagne le parent. Donc, il y a des parents qui abandonnent dans leur rôle de parent. Oui, mais en même temps, c'est ça, c'est que des fois, on est pris avec justement tellement de ce qu'il faut pas. Fait qu'il y a des parents pour qui c'est plus difficile aussi de se retrouver puis de dire, tu sais, qu'est-ce que je peux faire de bon, qu'est-ce que je fais, tu sais, à quel point que c'est correct, tu sais, qui ont besoin de plus d'encadrement. Tu sais, il y en a des ressources pour ça aussi. Il y a des ressources d'aide pour les parents, mais il faut quand même toujours ne pas oublier que nous sommes le parent. Oui. Donc, nous ne sommes pas l'ami de notre enfant, puis on a le droit de dire non, puis on n'est pas toujours obligé de justifier aussi. Bien, ça, c'est l'autre point. C'est drôle, hein? Vous lisez dans mes pensées, parce que ça aussi, on voit ça beaucoup, surtout avec les enfants anxieux, les parents qui vont donner des longues explications. Il y a des enfants qui sont rationnels, qui ont besoin, tu sais, d'entendre ça, sur les enfants opposants aussi. Des fois, là, on est là avec les longues. Fait que ça, c'est quelque chose que je travaille beaucoup avec les parents, dire, il y a des situations où c'est comme ça. Puis non, il n'y en a pas de longues explications. Puis non, vous n'avez pas à tout justifier. C'est comme être porteur. Mais il faut que le parent se convainc de ça. Il faut qu'il se convainc que là, ce qu'il fait, puis c'est correct de le faire. C'est là où souvent, ils se disent, ouais, mais là, je vais-tu le traumatiser? Ou là, si je n'explique pas, il ne saura pas. Fait que des fois, c'est ça. C'est pas si simple là, au quotidien. Mais se garder en tête qu'il y a des situations, oui, on explique, puis il y a des situations que non. Surtout, là, si on est dans le feu de l'action. C'est comme ça, puis tenez votre bout. Non, ça ne me plaît pas parce que j'ai décidé que c'est non, je ne suis pas d'accord. Puis pour moi, c'est non. Oui. Ça peut arriver. Parlez-moi donc parce que c'est ça, je voyais, là, vous avez mis en application les techniques particulièrement pour vous-même, l'exposition graduée. C'est quoi l'exposition graduée? En fait, l'exposition graduée, c'est le fait justement d'avoir comme un objectif éventuel, un objectif de ce qu'on voudrait faire, de ce qu'on voudrait atteindre, comme faire un exposé oral. Puis là, on y va par petites étapes. Donc, on s'expose graduellement à ce qui nous fait peur. Donc, moi, ça, je l'ai fait beaucoup, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, on a un exposé oral toujours dans ce thème, mais on va se pratiquer d'abord, dans le fond, à le faire chez soi. Devant le miroir, ensuite devant le miroir. Des outils. Oui, puis ensuite, on peut le faire devant un petit public. Donc, on va augmenter les difficultés en vivant un certain stress. Puis les études, ce qu'ils ont montré, c'est quand on se pratique à faire une tâche puis qu'il y a un certain stress, quand on arrive devant la tâche réelle et que le stress est plus grand, le cerveau, c'est comme préparé, c'est habitué à ce stress-là. Le fait aussi de s'exposer, ça fait qu'on se pratique, on devient meilleur. Donc, on craint moins ensuite la visualisation peut être un outil aussi, j'imagine? Ça peut être ça peut être fait en imagination, comme un enfant qui a peur d'aller demander à son professeur quelque chose, il peut se pratiquer à le faire en imagination. Les nouvelles technologies, il y a toute la réalité virtuelle. Ça, j'en parle aussi un petit peu dans mon livre. À Sainte-Justine, j'avais la chance là, de travailler même en réalité virtuelle. Il y a plein de programmes en développement pour s'exposer. C'est comme, par exemple, c'est plus facile, un avion. Donc, on va simuler qu'on est dans un avion puis qu'on fait un vol en avion. Mais il y a la même chose. Il y a des petits programmes qui existent même maintenant pour les exposés oraux. Fait qu'on a une application, on le fait, puis il y a des commentaires genre, tu parlais pas assez fort, tu regardais pas assez ton public. Donc, il y a des petits commentaires pour t'aider à t'améliorer.
Donc, tu te pratiques, mais de façon virtuelle. Oui, il y a si on des outils, il y veut. a beaucoup d'outils. Il y a beaucoup d'outils. Mais le principe, encore là, c'est de ne pas rester avec sa peur. Moi, c'est quoi ma valeur? C'est ça que je veux. Comme moi, je veux transmettre mon savoir, je veux aider les gens. Donc, oui, je suis timide, c'est pas facile, mais je garde mon objectif. Puis, comment je peux faire pour y arriver? Ça peut être aussi un enfant qui s'en va au secondaire, donc c'est un grand stress. Bien, graduer ça, c'est d'aller justement avec l'enfant visiter l'école avant, faire le trajet avec lui, comment ça va se passer, où tu descends, où tu montes dans l'autobus, ta carte où tu la mets. Donc, tout de l'aider à se préparer, se pratiquer. Moi, j'ai souvent même faire une petite carte de présentation pour son enseignante, présenter, essayer de dire, penses-tu que ça va être une dame, penses-tu que ça va être un monsieur, sais-tu qu'on met le nom de tes amis, qu'est-ce que ça peut, tu sais, de se mettre dans le contexte. Dans le contexte, puis aussi, demander aussi aux jeunes, c'est quoi lui qui craint? Parce que souvent, comme adultes, nous, on a des idées de qu'est-ce qu'il pourrait craindre, mais les jeunes, souvent, c'est très pratico-pratique. Comme la peur du secondaire, on va dire, oui, c'était justement mes dernières questions par rapport à ça, c'est qu'est-ce qui c'est ça, les peurs plus des jeunes enfants puis des adolescents, c'est quoi? Bien, je vais rester avec le secondaire tout de suite parce que j'étais dans le thème, mais la plus grande peur des jeunes au secondaire, là, c'est comment ouvrir mon cadenas. Oui. C'est ça. Alors, c'est sûr que me oui. perdre dans l'école. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y a est-ce que je vais me faire des amis? Est-ce que je vais être acceptée? Mais eux autres, là, c'est ça, c'est souvent, tu sais, on revient, eux autres, ils vivent plus au quotidien, dans le concret. Donc, nous, des fois, on est rendu avec des peurs, puis qu'on se fait des scénarios, puis fait qu'il faut revenir beaucoup. Fait que moi, dans mon livre aussi, j'ai des petites grilles qui évaluent de 0 à 10. Puis ça, pour les enfants, parce qu'il y a beaucoup de parents qui me disent aussi, mais ils ne parlent pas, ou je ne le sais pas, c'est difficile. Bien, à ce moment-là, j'ai des grilles de 0 à 10. 0, tu n'as pas peur du tout. 10, tu as peur. Dans mon premier livre, c'était avec une petite luciole. Puis ça, les enfants, même qui sont moins à l'aise, là, ils vont vraiment pointer, c'est 8 sur 10. Donc, ça nous permet de voir le niveau de peur. Puis ensuite, moi, je sous-décortique par contexte. OK, tu as peur, 8 sur 10 à l'école, mais mettons dans la cour de récréation, pour un examen. Ça. Puis là, ça nous permet d'aller cibler là, exactement c'est quoi plus l'objet de sa peur. Des fois, c'est partout, mais souvent, il y a quelque chose qui lui fait plus peur. Puis là, à partir du moment où on sait c'est quoi, bien là, on peut voir avec lui, qu'est-ce que tu peux faire pour ça? T'sais, comment qu'on peut t'aider pour ça? Fait que ça permet de mieux cibler. De cibler ça. Puis c'est ça, votre outil, justement, aider l'enfant anxieux. C'est un guide pratique là, pour parents et enfants. Donc, vous avez plusieurs questionnaires qui aident le parent à identifier, justement, là, les points plus anxiogènes. Donc, des questionnaires que le parent doit compléter. Oui. Donc, d'aller valider. Puis ça leur permet de voir, OK, bien, voici à peu près le niveau peut-être d'anxiété de mon enfant. Oui, c'est ça. Dans le fond, j'ai 2 livres. Le premier s'adresse c'est plus pour les enfants de 0-12 ans. Okay. Il est très illustré. Il est vraiment il y a une histoire, le conte de la luciole, qui permet d'expliquer les notions liées à l'anxiété. Puis il y a beaucoup justement de questionnaires à compléter par le parent. C'est un livre, donc, que en général, donc les parents, les intervenants aussi, beaucoup d'intervenants l'utilisent. Mais le format est gros. Donc, c'est ça, les libraires, souvent, aiment moins avoir ces gros formats-là. Fait que donc, la directrice des éditions m'a dit que ça serait bien si on pouvait en faire une version peut-être plus petite dans une autre collection. Et un peu comme les travaux de rénovation, j'ai dit, quand alors, je vais ajouter les ados, je vais leur mettre à jour avec des notions plus axées sur les nouvelles connaissances, la génétique, le fonctionnement du cerveau et tout le recadrage cognitif, donc toute une nouvelle approche là, que j'intègre. Donc, lui, il y a moins d'outils à cocher, mais il y a quand même aussi beaucoup d'outils pratico-pratiques. Fait que mes livres se veulent des outils pratico-pratiques. Pour les parents. Pour les parents, pour les jeunes, parents aussi. Quelque chose de... C'est sûr qu'il y a beaucoup de notions théoriques, mais il y a aussi beaucoup de choses pratiques parce que je voulais qu'un parent puisse avoir le choix dans ce qu'il peut proposer. Puis ça se lit bien aussi, donc c'est quand même bien. Puis on peut aller on n'est pas obligé de lire de la page 1 à la page. On peut déjà aller voir qu'est-ce qui nous interpelle. L'exposition au cauchemar, par exemple. Donc, on peut déjà avoir les thèmes, dire, écoute, moi, ça m'interpelle plus, puis d'y aller au besoin d'un guide de consultation aussi. Donc, et l'anxiété chez les plus jeunes, qu'est-ce que vous voyez le plus? Bien, il y a beaucoup d'anxiété de séparation, de se retrouver sans son parent. Ça, c'est vraiment quelque chose qui... Puis les enfants, en général, plus on est jeune, plus c'est des peurs associées au physique. Donc, se blesser, se faire mal, être envahi, les monstres. Donc, puis plus on vieillit, plus c'est, dans le fond, dans les craintes en lien avec l'acceptation sociale qui prennent de l'ampleur.
Dans les choses de séparation, c'est plus difficile, surtout avec les familles qui s'éclatent de plus en plus. Hein. C'est la réalité de plusieurs. Puis ça aussi, quand il y a une séparation, on pourra en parler longtemps, on pourra faire un podcast juste là-dessus de qu'est-ce qu'on peut éviter quand on est en train de se séparer en tant que parent, parce que les enfants vivent des choses, surtout des enfants anxieux, c'est encore pire. Oui. Ce que je pourrais dire, c'est que tous les stresseurs, comme une séparation, un déménagement, c'est des grands stresseurs, mais tous les stresseurs ne sont pas égaux pour chaque enfant. C'est beaucoup dans la perception, dans comment c'est vécu. Donc, le positif de ça, c'est que le parent, en le sachant, peut aussi essayer d'amener, de faire en sorte que l'expérience se vive le mieux possible. Donc, ce n'est pas parce qu'un événement reconnu comme étant stressant, même le passage au secondaire, qu'il va l'être pour tous. Tu sais, comme la mort d'un grand-parent, pour un enfant qui était très, très proche de son grand-parent, ça va être très difficile, mais pour un autre qui le voyait moins, donc ça n'aura pas d'impact. Non, c'est ça, ça n'aura pas c'est pour dire que tout est relatif, puis c'est beaucoup dans la perception de comment c'est vécu. Donc ça, en gardant ça en tête, qu'est-ce qu'on peut faire pour que notre enfant, lui, perçoive ça comme étant moins stressant? Comment l'aider à l'apaiser avec ça? Là, vous avez quand même fait une expertise, vous avez consacré votre vie pendant 25 ans justement à cette réalité-là. Et en tant que maman aussi, parallèlement à ça, vous avez été confrontée à ça, à la naissance de votre belle Camille. Oui, vraiment, c'est particulier, hein? C'est ça, c'est comme si, autant mon rêve était de travailler à Sainte-Justine, autant à un moment donné, c'est devenu mon cauchemar parce que ce que j'expliquais aux parents, ce que je nommais, ce que je dépistais, je voyais peu à peu que ma fille avait aussi les mêmes comportements. Donc, ce qui était particulier pour ma fille, c'est quand elle est née, elle avait l'air tout à fait normale. Là, il n'y avait pas rien qui était évident. Ce n'est pas comme une malformation évidente comme mes parents avaient eu. Et puis, ça a pris 18 ans avant qu'on trouve ce qu'elle avait. Donc, elle a un syndrome génétique extrêmement rare. Ça s'appelle le syndrome de Cohen. Il y en a presque, je pense qu'il y en a 4 là, au Québec. Là, c'est vraiment, vraiment rare. Donc, son père et moi, on était porteurs du même gène défectueux. On a tous à peu près entre 5 et 6 gènes défectueux. Il ne faut juste pas qu'on se retrouve avec un partenaire qui a le même, mais ça, on ne le sait pas. Non, on rencontre quelqu'un. C'est quoi tes gènes? Attends, on va faire un test de gènes. Ça. Éventuellement, la science va nous amener à ça, puis avec les enjeux que ça amène aussi. Oui. Mais bon, toujours est-il que c'est ça. Alors moi, oui, j'ai été confrontée à ça. Fait que donc, ma fille avait des retards de développement et j'ai été confrontée aussi au déni. Parce que j'étais spécialisée dans le développement. Alors moi, je savais par cœur ce qu'un enfant de 2 mois supposé de faire, 4 mois, 6 mois, puis ma fille ne faisait pas ça. Puis je me disais, c'est parce que oui, elle a du reflux. Ouais, il y avait toujours une raison médicale qui expliquait ça. Donc, ça m'a pris du temps avant d'accepter. Et quand j'ai vu qu'elle avait un retard, le neurologue nous avait dit elle a des probabilités d'avoir un trouble d'apprentissage. Je me suis dit, OK, mais moi, je ne veux pas la déficience intellectuelle parce que moi, c'était ça dans ma famille. Puis que mon père, l'intelligence, je suis une famille, il fallait donc être intelligent. Donc, alors, j'ai tout fait. Je l'ai stimulé, mais je l'ai stimulé, là, justement, là, pour que... Puis quand elle a eu sa première évaluation à l'âge de 5 ans au niveau intellectuel, elle était à la limite, à un point d'être dans la déficience intellectuelle. Sinon, elle était dans la zone qu'on appelle plus lenteur. Je l'avais tellement stimulée en sachant, en connaissant, moi, les tests de développement. Fait que dans le fond, tu sais, il y avait une ligne que vous ne vouliez pas qu'elle franchisse avec la mère. J'avais biaisé parce que j'avais comme montré, dans le fond, plus les... Puis finalement, avec le temps, elle est allée dans la déficience intellectuelle parce qu'elle avait des difficultés de planification motrice, des difficultés de langage, elle a des traits autistiques. Elle a un petit peu de tout, ma fille. Elle a une déficience visuelle, c'est ça aussi qui prend de plus en plus de place. En fait, la seule chose qu'elle n'a pas, c'est une déficience auditive. Et c'est ce qui m'a amenée aussi maintenant à me dire, je vais peut-être aller dans ça. Ça, je ne connais pas ça. Ça ne vous confronte pas à quelque chose qu'elle est là. Mais je dirais que la confrontation, elle a passé. Dans le sens que la période où j'étais à Sainte-Justine, je dépistais ça, puis j'avais ça chez moi. Ça a été extrêmement difficile. Mais à partir du moment où j'ai fait le saut en réadaptation, ma fille a fait le saut en réadaptation. Fait qu'on s'est comme retrouvés. À partir de ce moment-là, j'ai comme plus vu à quel point ça m'aidait. D'avoir des connaissances m'aidait pour elle, puis à quel point elle m'a aidée pour mon travail. Puis ça me rend émotive parce que, mon Dieu, qu'aujourd'hui encore, des fois, j'ai des parents là, puis qui vivent des choses, puis je pense que des fois, tu as beau dire tu as des connaissances, mais tant que tu ne l'as pas vécu, là, c'est difficile. Puis il y a des exemples qu'ils vont me donner, où moi, des fois, je vais leur dire, ça se peut-tu que ça? Puis là, ils me disent oui, puis je vois qu'ils trouvent ça comme étrange parce que
tant que tu l'as pas vécu, c'est ça. C'est difficile pour toi de savoir. Mais moi, fait que ça m'aide tellement à pouvoir des fois dire, ben essayez ça, ou tu sais, mon expérience de Oui, parent. puis là, moi, je sais que souvent les scientifiques, puis surtout votre père qui est très scientifique, moi, j'ai des amis médecins, puis eux autres sont très sur la science, puis des fois, je leur dis, ben oui, mais apparemment que t'es l'affaire. T'as-tu un devis, Claudine? T'as-tu un devis? T'as entendu ça où? T'as vu ça où, là? Oui, mais là, c'est parce qu'il y en a qui disent ça. C'est qui ça, il y en a? Qui ça, il y en a? Ouais. Donc, votre père a possiblement le même discours. Mais par contre, je vais aller dans un côté un petit peu ésotérique parce que, bon, moi, c'est ce que je disais à mon fils qui veut devenir médecin. Je dis là, c'est le fun, là, la science, mais si tu t'ouvres à autre chose de plus grand que la science, pour moi, tu vas faire un meilleur médecin. Alors, c'est un peu ce côté-là qui m'amène cette question-ci parce que c'est quand même pas banal du fait que vous avez passé votre vie, vous vous êtes dévoué à ces enfants-là. À un moment donné dans la vie, vous avez un enfant qui a pratiquement les mêmes besoins. Y a-t-il un côté un petit peu ésotérique derrière le scientifique, derrière tout cet aspect concret-là scientifique qui vous dit, là, attends, là, cet enfant-là ne m'a pas choisi pour rien. Les enfants nous choisissent. Moi aussi, je suis un petit peu là. Moi, quand je viens dans l'ésotérique, c'est là que les larmes me viennent aux yeux. Mais je me dis, il doit y avoir un côté un peu irrationnel qui dit attends, là, c'est ça. Il y a quelque chose qui s'est passé au-delà de la science. C'est une très, très bonne question. En fait, je vous dirais qu'il y a eu une période où, puis je pense que ça fait partie du deuil aussi, qu'on se dit, ben, pourquoi moi? Pourquoi? Il y a une nuit, j'étais tellement épuisée parce que mon enfant n'a pas dormi pendant les 5 premières années de sa vie. J'étais tellement épuisée qu'il y a une nuit que je me suis demandé, je me rappelle, j'ai évoqué la divinité. J'ai dit, là, s'il y a quelqu'un plus haut, là, faites quelque chose parce que j'en peux plus. J'étais complètement épuisée. Puis le lendemain matin, je me suis levée, puis je pense pas que je sais pas, j'ai pas eu l'impression que c'était rien passé, puis j'ai continué, tu sais, mon bout de chemin, tu sais. J'avais beaucoup de support de ma famille, une chance que ma famille était là. Mais je me suis souvent questionnée, puis je pense qu'il faut trouver un sens, parce que sinon... moi, premièrement, je me suis dit, ben c'est pas parce que je vis ça que ça va m'empêcher d'avoir une belle vie. D'ailleurs, j'ai fait plein de réalisations. Mais il faut dire que ma fille n'est pas non plus lourdement handicapée. Ça, c'est pas la même chose. Si elle devait être gavée ou je pourrais, c'est autre chose. Puis je sais que c'est pas évident pour ces parents-là. Mais on dirait que le lien que j'ai trouvé, qui m'a donné du sens, c'est aussi le rééquilibre avec mon père. Parce que justement, mon père est extrêmement près de ma fille. Malheureusement, il est décédé. Mais toutes les années où il était là, il était tellement bon avec elle, puis il était tellement près. Puis même ma mère, elle disait, ben coudonc, tu sais, ma mère aussi, là, ma mère, c'était peut-être plus naturel parce que, bon, mais lui, il avait un apprentissage de sa génération, de sa formation. Oui, il y avait un apprentissage à faire là-dedans. Oui, fait qu'on dirait que lui, je pense d'avoir vu ça, je pense que ça l'a comme... Je pense que ça l'a bouclé la boucle avec Elle mon a choisi frère. son grand-père aussi. Ben, on dirait qu'il y a comme quelque chose que la boucle, puis je me suis dit, ben c'est comme si, j'espère que, puis on ne sait pas si dans les générations futures, Camille, elle n'aura pas d'enfant. C'est mon seul enfant. Mais je me disais, ben, j'espère que la boucle d'avoir un drame en lien avec un enfant va se terminer. Fait que quand je le vois comme ça, je me dis, ben c'est ça mon rôle, puis... Je pense que le fait aussi que j'aie ces connaissances-là, de nature aussi, que je suis quelqu'un de plus doux, je pense que ça m'aide. Mais ça n'empêche pas que des fois, c'est lourd. Ben oui, oui. Puis, tu sais, il faut se dire aussi que vous étiez quand même outillés, même si justement, des fois, même si on a le nez collé dessus, c'est nos enfants, c'est une autre chose, mais vous aviez quand même des connaissances, vous aviez des contacts aussi. Je veux dire, tu sais, vous étiez privilégiés à travers ce malheur-là ou cette situation-là. Il faut penser aux parents qui n'ont pas ces avantages-là, qui n'ont pas ces privilèges-là, qui sont la plupart du temps, il y en a bien plus qui n'ont pas ces privilèges-là et ces connaissances-là et ces expertises-là que comme vous, là, qui aviez tout ça. Là. Oui, mais oui, tout à fait. Oui, c'est pour ça que je me dis à travers tout ça. Ben oui. C'est ça, je pense que quelque chose, il y a comme un équilibre. Chanceux dans ma malchance, comme on dit, là, l'expression commune. Oui, puis je veux quand même remettre à Camille ce qui est à Camille, parce que ça reste aussi que c'est une petite fille qui est quand même à travers ça, qui est douce, qui est joyeuse, qui, tu sais, elle est un petit rayon de soleil. Puis je me rappelle avoir lu ça aussi au début, là, dans les livres sur l'acceptation d'un enfant handicapé. Puis j'avais lancé le livre en disant, ben voyons, on doit voir si c'est vrai que les enfants-là peuvent être des rayons de soleil. C'est ben trop difficile, c'est pas...
Puis maintenant, je le comprends. Là. Maintenant, je le vois, là, ce côté-là. Même si c'est parfois difficile, elle apporte aussi. Mais je continue à dire qu'elle, elle a tellement, sans le savoir, elle m'a aidé à devenir une meilleure personne, un meilleur parent, diminuer beaucoup, moi, mes exigences, hein, tu sais, qui étaient dans l'apparence. Que vous aviez-vous vécu? Oui, oui, oui. Donc, tu sais, les premières fois, là, Vous pouviez pas, il y a des sors, choses que vous ne pouviez pas reproduire de toute façon. non. Puis de me retrouver avec elle dans un magasin qui dit bonjour à tout le monde, puis des fois bizarre aussi parce que le Décorum, décorum, on oublie ça. Et moi, je viens de moi le décorum, fait que ben c'est ça. Alors, c'est fait que j'ai lutté. Puis à un moment donné, je me suis dit ben non, j'ai pas le choix, je l'accepte comme elle est là, tu sais. Fait que mais encore des fois pareil, je choisis mes batailles. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai un conseil que je voudrais donner aux parents. S'il y a des journées que je suis plus sensible, que ça me tente moins de me faire regarder, de peut-être me faire juger. Ben, je sors pas avec elle. C'est ça. Hein? Vos limites, quand on parlait de limites de parents, Oui. c'est ça, parce qu'il ne faut pas se dénaturer, il ne faut pas s'oublier non plus là-dedans, tout en étant dans l'acceptation. Puis des fois, il y a des moyens. Moi, je me souviens, j'ai une cousine, justement, qui avait une enfant lourdement handicapée qui est décédée, mais quand même plus tard. Puis à un moment donné, elle est arrivée dans une église, dans un mariage, mais la petite, elle criait, elle avait des sons, elle faisait des sons de façon... puis là, elle se faisait regarder, puis même, tu sais, je pense même qu'à ce moment-là, le curé, vu qu'elle était comme en avant, voulait peut-être qu'elle se recule. Puis bon, on était dans une église, elle dit, regardez, elle dit, le bon Dieu me l'a donné de même, là. Ben, on va l'accepter de même. Tu sais, fait que c'est sa façon, là. Naturellement, il n'y avait pas des mots scientifiques, elle n'avait pas du tout votre formation, votre expertise. Elle, regarde, elle était dedans, elle était dans le concret, puis elle, tu sais, elle dans l'acceptation, puis etc. Mais regarde, eux autres, ils l'amenaient partout, leur fille. Puis là, on parle de plusieurs années derrière, donc moins encore d'acceptation, moins de connaissances, d'informations par rapport à ça. Puis, ben, elle, c'est sa façon. Elle dit, regardez, bon Dieu a voulu me le donner de même, me la donner de même, ben, c'est ça. Ben, elle va être ici, puis elle va rester, puis elle va être... mais je ne la mettrai pas dans le dernier banc de l'église, là, parce qu'elle est comme ça. Fait qu'encore là, ça, c'est propre, effectivement. Dans l'acceptation, oui. Puis c'est ça. Puis moi, des fois, ben c'est ça, j'ai plus le courage. Des fois, j'ai pas le courage. Non, puis des fois c'est aussi, correct. Des fois aussi, tu sais, comme dans des concerts de musique ou de la musique classique, ben maintenant, je sais qu'elle va parler ou pas. Là, je me dis par respect pour les musiciens. Ben oui, c'est sûr. C'est tout ça. Oui, je pense qu'à un moment donné, c'est ça. Il faut c'est ça. Puis tu sais, des fois, c'est mais... ça, comme on dit, des fois, notre façon de vivre les choses, c'est plus dans la confrontation, parce que le parent aussi, ça l'aide à avancer. Des fois, il est plus dans la confrontation, de dire, regarde, ben moi, j'accepte mon enfant, donc il y a un cheminement à faire, de dire, ben là, les autres vont l'accepter aussi, c'est comme ça. Il ne faut pas généraliser, mais c'est de dire qu'il faut se donner le temps en tant qu'être humain de vivre les choses, peu importe. Puis si on donne ça à nos enfants comme exemple, ben ça va. Et là, quel âge a-t-elle, la belle Camille? Elle est rendue à 23 ans. Oui. Puis c'est un accompagnement de vie en tant que parent. Oui, parce qu'elle ne sera jamais complètement autonome. Elle n'est pas non plus lourdement handicapée pour aller dans un centre. Fait que c'est tout ça. Là, moi, c'est ma prochaine étape de vie, c'est l'enjeu. Est-ce que je la garde avec moi pour toujours, dans la mesure du possible, mais en sachant que je ne serai pas là pour toujours? J'ai souvent dit à mes amis, moi, je ne peux pas être malade puis je ne peux pas mourir. Non, c'est ça. Mais bon, je pense que je n'ai pas de contrôle. C'est ça. Certains contrôles mais encore là, c'est ça. C'est ça. Donc, fait qu'on est dans ça. J'espère encore que il va y avoir un développement de ressources pour ces jeunes-là qui tombent des fois justement en deux chaises. Les enfants autistes, là, il y a des choses, des choses qui se font à l'âge adulte, mais il y a quand même, tu sais, votre fille, on ne parle pas d'autisme, il y a plusieurs... elle a quand même des caractéristiques autistiques qui viennent avec le syndrome. C'est juste que quand les enfants, elle a une déficience, peut-être niveau modéré, légèrement modéré selon les sphères, mais quand elle se retrouve avec des enfants qui ont de l'autisme et de la déficience, souvent, c'est des enfants, justement, qui vont plus crier, qui peuvent avoir des manifestations qui sont... puis elle est hyper sensible. Donc, elle n'est pas bien. Fait que malgré... C'est comme si sa catégorie ne va pas nécessairement avec la personnalité de... Puis je sais que c'est la même chose pour plein d'enfants. Donc, elle lui faudrait un groupe tout doux, tout... fait que c'est pour ça aussi que j'ai la difficulté à trouver des ressources pour que ça soit un peu plus homogène pour elle. Qui tiennent compte de son tempérament, de sa grande douceur. Qu'est-ce qu'on souhaite à la maman scientifique spécialiste dans son domaine? Qu'est-ce qu'on vous souhaite professionnellement, mais avec votre belle Camille familiale, au côté familial? Bien, je pense de continuer à justement être dans l'acceptation, dans la joie, dans le plaisir. Puis sur le plan professionnel, bien, j'espère pouvoir,
Oui. Dans ma tête, je suis en pré-retraite, donc je commence tranquillement à devoir... fait que j'aimerais ça, justement, peut-être continuer avec les conférences, les capsules, faire des capsules pour les parents, continuer à aider, finalement. Votre mission à aider. Oui, oui. Ça fait une belle rencontre. Vous le savez, si vous avez regardé un petit peu mes podcasts, vous savez que je remets un diplôme à la fin? Oui. La plupart ne les écoutent pas jusqu'à la fin, donc ça demeure une surprise. Est-ce que c'est une surprise? C'est une pour surprise. vous? Oui, j'ai écouté les débuts, j'ai pas écouté jusqu'à la fin. Je trouve ça vraiment bien parce que malgré 70 podcasts, la plupart sont surpris de dire, ben là, écoute, j'ai un diplôme. Naturellement, ça ne fera pas le poids. Il y en a qui sont bien contents de l'avoir parce que, bon, leur parcours de vie fait en sorte qu'ils n'en ont pas beaucoup. Bon, ça ne fait pas le poids par rapport au vôtre, à ce que vous avez reçu, mais c'est quand même, c'est un diplôme humain, si on peut dire, et de votre passage ici. Certificat d'engagement décerné à Dr. Sophie Leroux pour ses 25 années à travailler auprès des enfants et des adolescents en réadaptation physique, pour ce rêve qu'elle a atteint en ne le perdant jamais de vue, pour la gestion de l'anxiété qu'elle a mise en avant-plan dans sa pratique, pour le dépistage des troubles de développement dans lequel elle s'est investie, pour les nombreuses chroniques écrites, pour ses années d'engagement à l'hôpital Sainte-Justine, pour ses 2 livres portant sur l'anxiété chez l'enfant et l'adolescent, pour tous ces enfants traités, réhabilités et accompagnés, pour toutes ces familles soutenues et comprises, pour l'honneur qu'elle fait à son père de s'être laissé guider et accompagner par la bienveillance de celui-ci, parce qu'elle a su choisir l'essentiel malgré sa grande passion pour son travail et son engagement, parce qu'elle a mis la conciliation travail-famille en avant-plan, parce qu'elle travaille toujours à être une meilleure maman. Merci, Sophie. Mon Dieu, merci, c'est touchant. Merci, quel beau mot! Oui, c'est des diplômes de vie. Fait qu'ils sont, des fois, ils ont un petit peu moins d'impact professionnel, mais ils ont leur impact. Oui, ben en fait, c'est bien parce que justement, j'ai plus eu les récompenses professionnelles, mais les récompenses humaines, hein, on en a moins. Fait que merci beaucoup, c'est vraiment apprécié. Ben oui, puis du changement au nom de toutes ces familles que vous avez accompagnées, parce que veut pas être à Sainte-Justine, on dit souvent dans la douleur, dans la peine, dans la réalité de familles qui vivent des choses que d'autres familles, que la majorité ne vivent pas. Alors, c'est d'accompagner, toujours de donner la main à chaque fois à des familles, à des enfants qui vivent un malheur, là, peu importe à quel degré ils le vivent. Puis c'est à chaque jour de votre quotidien de prendre une partie de vous-même pour accompagner ces gens-là. Donc, c'est une mission. Quand on dit toujours, ben, c'est une profession, oui, c'est une profession, mais il y a certaines professions qui, indéniablement, doivent être accompagnés d'une mission. En tout cas, c'est dans mon livre à moi, c'est comme ça, puis c'est là qu'on fait les meilleurs accompagnements. Alors, merci pour toutes ces familles-là et pour cette rencontre, d'avoir pris la peine de venir passer ce temps-là avec moi. Merci beaucoup. C'est terminé!